Salut YouTube, comme d'habitude, j'espère que ça va bien et que chacune d'entre vous a passé un bon mois de mars, parce que oui, c'est la vidéo des découvertes de mars, quand bien même là on va arriver courant mai. Normalement cette vidéo pour la fête du travail, pour le 1er mai, elle devrait être déjà disponible. Comme d'habitude, on va faire un peu le tour des jeux que j'ai pu essayer en mars. C'est un mois calme, il y a quand même beaucoup de choses, mais avril et mai, je sais pas trop comment je vais faire parce qu'il y a beaucoup plus de choses. Là, pas de top ce mois-ci, c'est des choses qui arrivent hein, de temps en temps, bah voilà. Les jeux ne m'ont pas assez convaincu pour qu'il y ait des tops, même s'il y en a certains qui sont pas loin et qui peut-être, avec le temps, auraient pu en devenir. Donc comme d'habitude, on va dérouler d'abord les déceptions, les choses qui m'ont pas trop plu, avant de finir donc par les choses qui m'ont plus plu. Comme d'habitude, je déroulerai tout ça par ordre alphabétique, et pas par ordre de préférence. Comme d'habitude, j'essaierai d'illustrer ça par les images des éditeurs quand il y en a. Ce mois-ci, dans l'ensemble, je crois que ça allait à peu près. Il y a juste quelques jeux ici et là où j'ai dû aller prendre ailleurs, notamment comme chaque mois chez Eric de What's Eric Playing, dont je vous mets l'Instagram en lien et en description, ainsi que son site, et je vous mets le petit truc qui défile. Comme d'habitude aussi, bah voilà, si vous aimez ce contenu, vous pouvez mettre un petit pouce, partager, commenter, etc. Parler de vos propres découvertes du mois de mars, qu'elles étaient bonnes ou non, que ce soit les mêmes que moi ou non. Comme d'habitude aussi, hein, il y a des choses qui sont pas encore en français, il y en a qui sont disponibles, il y en a qui sont récentes, il y en a qui le sont moins. Et enfin, toujours comme d'habitude, il y a également ce petit Buy Me a Coffee où vous pouvez soutenir la chaîne si vous pensez que ce que je fais le mérite. Aucune contrepartie ni en termes de contenu ni en termes d'édito, c'est juste un petit soutien si vous avez aucun endroit plus pertinent à mettre votre argent. Je crois que j'ai fait à peu près le tour, j'ai fait une intro à peu près courte cette fois-ci. On va pouvoir passer directement aux déceptions, allons-y. On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Coffee Rush, c'est un jeu qui veut vous envoyer du rêve, vous attirer avec son matériel, avec il y a des petites tasses, il y a des petits éléments plastiques pour organiser les ressources qui, il y a quelques années, servaient un peu de trucs de luxe qu'on prenait à côté du jeu principal. Les ressources en elles-mêmes sont un peu personnalisées, voilà, les petites gouttes de lait, des trucs comme ça, bref. Tout ça c'est plein de plastique hein, évidemment, qui est là pour cacher un jeu que moi j'ai trouvé très très désagréable. Et en plus, tous ces éléments là, notamment les petits trucs qui contiennent les ressources, bah ça sert pas vraiment la fluidité de la partie je trouve. Nous les ressources on les étalait parce que c'était plus simple pour les manipuler. Et les 3 tasses, les fameuses là que chacun ou chacune a, bah régulièrement on va devoir les vider pour dépenser ces ressources là. Si on met trop de ressources dedans, c'est hyper chiant à caler. Tout ça aurait aussi bien fonctionné avec un élément cartonné et peut-être ça aurait été plus lisible. Et surtout, on commence cette vidéo avec des jeux qui mécaniquement sont pas très intéressants. L'idée c'est vraiment une mécanique de prise de ressources. Donc le caramel des ressources que vous allez mettre dans vos cafés divers et variés, voilà. Et ben pour prendre ces ressources, en gros, on va déplacer son ou ses meeples. Si on joue à deux personnes, il y a 2 meeples par personne, mais sinon on en a qu'un. Et donc on le déplace sur une petite grille, un petit tableau Excel, voilà, un tableau à double entrée, et ça va permettre de prendre les ressources sur lesquelles on passe. Et juste, on n'a pas le droit de terminer là où quelqu'un est déjà, on peut passer au-dessus et tout, il n'y a pas de souci, c'est assez peu contraignant de ce point de vue-là. Et en gros, on prend ces ressources, et ces ressources, on va essayer de les assembler pour valider les objectifs qui vont rapporter des points. Et en plus de ça, vous avez une toute petite création de moteur, il y a quelques pouvoirs. En gros, ça va permettre un petit crescendo en termes d'accumulation de ressources. Voilà, c'est des trucs genre on peut se déplacer en diagonale au lieu de ne se déplacer qu'en orthogonale. On double certaines ressources qu'on récupère, des trucs comme ça. Mais en gros, pour les activer, il faut défausser 3 cartes qui sont 3 points. Le truc un peu absurde là-dedans, c'est un peu ridicule en termes de choix de design, c'est qu'en fait tu défausses 3 cartes, donc tu défausses 3 points pour récupérer le pouvoir, mais le pouvoir lui-même vaut 2 points, donc en fait t'as dépensé qu'un point, bon. Voilà, c'est un peu ridicule de ce point de vue-là. Coffee Rush, j'en retiens quand même une chose intéressante, c'est cette espèce de sentiment de surcharge qu'il provoque. Et j'avais lu ici et là des comparaisons à une espèce de tower defense et je trouvais ça assez pertinent, puisqu'en gros on essaye de gérer les commandes pour éviter qu'elles arrivent en bas de notre plateau sans être satisfaites. Donc il y a cette espèce de truc contre lequel on essaye de lutter en permanence et d'organiser un peu, alors c'est pas des tourelles et tout, mais on essaye d'organiser notre jeu pour
éviter d'être submergé. Parce que si en gros les commandes arrivent en bas et ne sont pas satisfaites, ben les clients et les clientes, ben évidemment ils ou elles s'en vont et ça va nous faire des points négatifs, ce qui est en plus un des éléments qui peut amener la fin de partie, parce que je crois que s'il y a 5 clients insatisfaits chez quelqu'un, la partie est terminée. Donc voilà, on va devoir essayer de prioriser, peut-être abandonner certains contrats en se disant bah de toute façon j'y arriverai pas, pour essayer d'optimiser ceux qui viennent après pour limiter la casse. Alors moi j'ai jamais été barista, hein, mais l'impression comme ça de surcharge, ça correspond bien en tout cas à l'espèce d'image d'Épinal qu'on se fait de commandes qui vont s'accumuler, qu'il faut essayer de résoudre en organisant ses priorités selon ce qu'on sert, selon où on est dans la cuisine et tout. Donc il y a vraiment une espèce de cohérence comme ça entre sentiment de jeu et volonté thématique. C'est quelque chose que moi j'aime plutôt en général, c'est suffisamment rare pour être remarqué, donc là il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ça en termes de sentiment. Mais au-delà de ça, au-delà de ce sentiment de jeu, il n'y a pas grand chose qui va. J'ai déjà parlé de la poudre aux yeux que représente le matériel. Aujourd'hui, un matériel comme ça, moi, ça me rend méfiant vis-à-vis du jeu parce que je sais ce qu'il en est. Hein. La plupart des jeux sont pas ni innovants, ni très intéressants, ni originaux dans leur dynamique. Et on essaye de faire un peu du cache-misère avec du matériel qui est là pour vous faire acheter, alors qu'en fait derrière, il n'y a pas grand-chose. Et honnêtement, la règle aussi, l'écriture de la règle, elle est complètement claquée. C'est vraiment très très mal organisé. Ça fait longtemps que j'avais pas lu une règle aussi désagréable. C'est pas très bien agencé, alors que honnêtement le jeu c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment une phase où tu prends des ressources, tu les stocks et tu complètes des contrats. Enfin c'est vraiment tout con, et pour qu'un jeu aussi con que ça soit aussi peu bien expliqué, il y a vraiment des lacunes en termes de compétences d'écriture ou de relecture de règles. Il y a d'autres soucis aussi du côté de l'édition. C'est bien joli de faire des grosses tasses et tout où tu peux stocker les ressources, mais les gars, quand une commande n'est pas réalisée, donc on va perdre un point, elle va passer du côté négatif, et ça c'est une mécanique de catch-up, c'est que c'est compensé par un jeton rush, et ces jetons rush qu'on peut accumuler de différentes manières. Dans la phase de ressources, ça va nous apporter de la flexibilité, nous permettre de faire plus de déplacements, donc d'accumuler plus de ressources, etc. Pourquoi pas, ok, c'est une mécanique de catch-up assez classique. Pourquoi quand on passe les cartes d'en bas de la droite de notre plateau à en bas à gauche de notre plateau, donc on passe en dessous de notre plateau, il n'y a pas ce symbole qui est rappelé. Enfin en termes d'iconographie, dès la première partie on s'est dit mais pourquoi ils ont pas fait ça, c'est complètement con, enfin c'est abusé quoi. De la part de l'éditeur c'est un peu ridicule du coup en termes de design et de développement de pas avoir pensé à ça. Là encore, pour moi c'est un peu un manque de professionnalisme, de playtest qui permet d'avoir ce genre de retour assez rapidement, ou en tout cas c'est peut-être pas fait avec les bonnes personnes. Ensuite, c'est un jeu aussi que je trouve très très désagréable en termes de calcul et d'optimisation dans la phase de prise de ressources, parce que déjà on va essayer d'identifier les commandes qu'on va essayer de réaliser, et donc les ressources qu'il va nous falloir. Et pourtant c'est pas une très grande grille, hein. Je crois que ça fait 4x4, donc c'est vite assimilé, et puis de base on peut se déplacer que 3 fois quoi, sans les jetons rush. Mais on est là, on regarde ce tableau à double entrée, on calcule son parcours, on essaie de maximiser la prise, on calcule si on utilise ses jetons rush à ce tour-ci, on calcule si oui ou non on va utiliser un élément du moteur qu'on débloque, vous savez les fameux petits pouvoirs, on calcule comment on va les utiliser, on va aussi calculer les contrats qu'on veut prioriser, on calcule, et en plus ce calcul on peut même pas le faire entièrement durant la phase des autres, parce que comme je l'ai dit, le fait que eux déplacent leurs petits pions, en fait ça va bloquer les cases d'arrivée, et parfois ça va aussi nous fournir des nouveaux contrats à réaliser. Honnêtement je suis quelqu'un qui, en tout cas j'ai ce sentiment là, je suis pas trop du genre à créer de l'analyse paralysis à la table, et Coffee Rush c'est un jeu qui m'a provoqué ça très très fort. C'est-à-dire que j'étais là et franchement j'étais bloqué, j'essayais de voir les déplacements possibles. Alors j'ai aussi un problème de représentation dans l'espace, j'en ai parlé quand je parle de King Domino ou quoi, qui ne m'aide sans doute pas là-dedans, et j'arrivais pas à avoir une vision d'ensemble de qu'est-ce qu'il faut que je fasse au mieux. Et le problème c'est que cette espèce de complexité calculatoire un peu relou, ça correspond pas du tout à la proposition ludique qui semble être Coffee Rush, parce que c'est vraiment un bête jeu où on va compléter des contrats et qui essaye de se placer dans... Justement je parlais de poudre aux yeux et tout, ça vise vraiment le petit jeu assez accessible, assez facile d'accès. Et enfin, pour moi, c'est complètement antinomique avec cette espèce de truc ultra calculatoire, même si encore une fois... En plus, ça, ouais, je parlais de la cohérence du thème, la prise de ressources, c'est pas ultra thématique, enfin ça c'est un petit peu con, autant la surcharge vis-à-vis des commandes, oui, autant la prise de ressources, pas forcément. Et en plus, on est là, on fait ces espèces de calculs à la con, et les parties, c'est des parties qui se finissent entre 8 et 12 points. Donc on est là, on essaye d'optimiser pour gratter 1 point ou 2. Je trouve que ça a un côté ridicule, alors que pourtant, en général, j'aime bien les jeux où... Disons que le fait que ce soit un jeu qui se finisse à quelques points ne me dérange pas dans l'absolu. C'est pas... J'aime bien des jeux qui finissent à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de points, j'aime bien des jeux qui finissent à 4 ou 5 points, y a pas de souci là-dessus. Et là je trouve qu'il y a un truc qui marche pas là-dedans quoi. Et également il y a un autre souci que moi je considère comme assez important quand même, c'est que selon la mise en place qui est proposée par le jeu de base,
ça peut être complètement déséquilibré. En gros, il y a quelques ressources qui sont des ressources plus rares, plus éloignées que d'autres. Bah, si on commence avec des commandes qui demandent spécifiquement ces ressources, bah, le démarrage est un peu plus compliqué. Même si, bah voilà, en général, les recettes qui demandent ces ressources-là, elles rapportent justement des jetons rush, je sais plus comment elles s'appellent, mais c'est des recettes un peu spéciales. Mais du coup, qui dit démarrage un peu plus long, dit mise en place un peu plus lente du moteur avec les fameux pouvoirs, et du coup, on se traîne et on n'a pas l'impression d'y être pour grand-chose. Alors c'est un écart qui peut se réduire au cours de la partie, hein, mais ça reste très désagréable, et sans compter que ces ressources-là qui sont chiantes à récupérer, les autres ils peuvent être placés dessus et donc nous empêcher d'y accéder si on devait finir dessus, donc ça complexifie encore les trucs. Et ce qui est complètement ouf là-dedans, parce que du coup moi je l'ai vécu ça, et c'était vraiment pas agréable du tout à vivre. Voilà, j'avais l'impression d'être puni sans avoir rien fait pour être puni. Ce qui est fou là-dedans, ouais, c'est que en plus, dans le jeu, dans la règle, il y a une variante qui propose un démarrage un peu plus soft. Du coup, tout le monde a des espèces de recettes de base qui sont des expressos ou des trucs comme ça, qui sont un peu plus simples à réaliser avec des ingrédients de base. À quel moment une règle comme ça, qui justement va éviter le déséquilibre dont je parle, c'est pas dans les règles de base, et à quel moment le démarrage un peu random, c'est pas une variante quoi. Enfin, là encore, je comprends pas les choix des éditeurs. Donc voilà, si ce n'est cette cohérence dont je parlais plus tôt, qui quand même est remarquable, non, parce que c'est quelque chose d'assez rare, et que voilà, j'aime pas les jeux calculatoires, j'aime pas les jeux à surcharge cognitive inutile, là il y a une thématisation qui me semble fonctionner, mais sinon c'est un jeu que j'ai détesté. Je l'ai essayé à 2 et à 3, je l'ai trouvé, comme je dis, inutilement calculatoire dans la phase de prise de ressources. En vrai, il y a aucune nouvelle dynamique, c'est vraiment très con, et ça semble se cacher derrière des trucs un peu inutilement tordus. Et alors j'ai détesté mes parties, vraiment j'ai détesté ça, j'ai trouvé ça nul, mais ce qui est intéressant c'est qu'au moins j'ai ressenti des émotions assez fortes en jouant à Coffee Rush, et personnellement, je préfère détester un jeu en fait qu'être indifférent. Je parle beaucoup de l'indifférence dernièrement que m'ont procuré des jeux comme Pixies, comme Elawa, comme Boreal. Je préfère découvrir un jeu comme Coffee Rush qui va avoir un côté un peu rejet assez épidermique. Au moins les émotions sont là quoi. Ce que je déteste vraiment pour le coup par contre, au-delà du sentiment de jeu, c'est la manière dont Coffee Rush, derrière ce game design qui est assez bancal, qu'il y a plein de trucs ratés, ça se cache en fait derrière un matériel luxueux pour essayer de se vendre, en cachant le fait qu'en vrai c'est surtout un jeu assez nul quoi. Moi ça me donne cette impression là que le travail réalisé du côté du développement, de l'édition, ça a plus porté sur comment est-ce qu'on va faire pour vendre ce jeu, sur tout ce qui est le paraître, un peu le côté très superficiel, plutôt que sur le fait de le développer en fait, parce qu'il y a plein de trucs qui auraient pu être développés, qui m'auraient sans doute pas fait apprécier Coffee Rush, mais où j'aurais moins l'impression que c'est vraiment le travail a été mis sur comment est-ce qu'on va faire pour faire ces tasses. Donc voilà, essayez si vous voulez, il y a des trucs pas inintéressants, moi j'ai trouvé ça nul, et encore une fois je crache absolument sur l'édition de Coffee Rush. On part dans les cartes avec un jeu qui est un thème incroyable, j'aime bien moi la manière dont les gens arrivent à thématiser des petits jeux de cartes à la con. Ici l'objectif, Cradle to Grave, de berceau à la tombe, l'objectif c'est de vieillir moins vite que les autres. Parce que lorsqu'une personne atteint 100 ans ou plus, c'est la fin de la manche, et chacun ou chacune marque autant de points que son âge actuel. Et évidemment, l'idée c'est d'être le plus jeune possible parce qu'on veut marquer peu de points. Et en gros, je crois qu'on enchaîne les manches jusqu'à un certain point, et à ce moment-là, c'est la personne qui a le moins de points qui gagne. Et je trouve l'idée mais absolument excellente. Ça me fait beaucoup rire. Moi, c'est un jeu Cradle to Grave que j'avais dans le viseur depuis pas mal de temps, et là, il est arrivé sur Board Game Arena, donc ça m'a donné l'occasion de l'essayer. Dommage que finalement, au-delà de la promesse thématique un peu, l'exécution m'a un peu laissé de côté. Un peu comme a pu le faire un Oula Ou à l'époque. Que je cite parce que c'est vraiment le même genre de petit jeu de cartes, même si le thème de Cradle to Grave me parle beaucoup plus que celui d'Oula Ou. Et donc l'idée c'est qu'à son tour, forcément on doit vieillir de base, et on doit rajouter une carte de plus haute valeur, soit à son chiffre des dizaines, soit à son chiffre des unités. On a quelques cartes en main, des fois les choix sont très restreints, on a très peu de prise sur ces choix là, c'est parfois un peu frustrant parce que je vous avoue que même dans les jeux de ce format là, les petits jeux de cartes, il y a moyen de mettre ici ou là du contrôle dans des degrés variés, à des endroits variés. Et donc l'autre possibilité, au lieu de se faire vieillir soi-même, c'est que si on a une carte d'exactement 1 de plus qu'un ou une adversaire, par exemple mon adversaire a 56 ans et moi j'ai un 6, et je peux faire vieillir cet adversaire plutôt que de jouer chez moi, donc je peux lui faire passer son âge à 66 ans, donc je mets mon 6 sur son 5, ou si j'avais un 7, je peux le faire passer à 57 ans, mais il faut qu'il y ait exactement n plus 1 quoi. Et en gros, on va presque toujours essayer de le faire, hein. Il y a très peu d'intérêt de se faire vieillir, sauf cartes spéciales. Justement ces cartes spéciales, elles ont des petits pouvoirs plus ou moins intéressants, sachant qu'il y a une carte spéciale qui est juste un contre, un gros X,
sachant que on peut contrer un contre, etc. Je trouve ça plutôt cool les pouvoirs, ils sont pas ébouriffants, mais selon les circonstances, c'est des pouvoirs qu'on peut appliquer chez soi ou chez ses adversaires, et selon les circonstances, on va plutôt avoir tendance à le faire chez nous ou chez les autres, et je trouve ça bien que les pouvoirs soient cette double possibilité, et que ce soit des vraies possibilités, quoi, que ce soit pas genre, bah en fait je vais le faire toujours chez les autres. Par exemple, il y a un des pouvoirs, ça nous permet d'inverser la carte des dizaines et des unités, donc ça peut nous permettre de faire vieillir d'un coup quelqu'un qui a 29 ans, on le fait passer à 92, ou nous on est à 92, on se fait passer à 29, par exemple. Et il y a ce dos de cartes qui sont toutes des 9 pour pouvoir toujours jouer en fait, puisque voilà, tous les dos de cartes en fait sont des 9. Et le complément de ces 9, c'est les cartes 0, qui sont aussi des cartes spéciales, donc qu'on peut contrer. Si je joue un 0, on peut me dire bah non tu le poses pas. Et ce 0 en fait on ne peut le mettre que sur un 9. Donc parfois, si on a un 0 en main, aller vers les 90, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut peut-être derrière espérer redescendre très très bas dans... avoir, je sais pas si on était à 95, passer à 5 ans. Si tant est évidemment que notre action n'est pas contrée. Hein. Donc c'est un risque parce que peut-être qu'on va passer à 95 mais que derrière notre action va être contrée. Et il y a une autre bonne idée du fait de cette prise de risque, avec l'histoire du 0 et de aller dans la dizaine des 90, c'est que en fait dès qu'on va arriver je crois à 91, au début de notre tour, avant de jouer, on va révéler une carte de la pioche et on va voir si ça nous fait dépasser 100. Donc évidemment 91, c'est un peu moins dangereux que 98. Si ça nous fait dépasser 100, je l'ai dit, la manche est terminée, et donc c'est nous qui avons le plus vieux, qui sommes morts les plus vieux. Et donc, viser ce fameux 0, là, si je mets mon 9 pour monter à 92 en espérant pouvoir mettre mon 0,2, bah en fait au prochain tour, au-delà du fait de pouvoir être contré, peut-être que dès le tirage de la carte va être éliminé. Et ça, c'est cette prise de risque, c'est ce que j'aime plutôt dans le jeu, et je pense que c'est ce que je préfère comme phase, c'est les moments où on atteint 90. Sinon voilà, je trouve que c'est plutôt rigolo dans son thème, mais dans ses dynamiques de jeu c'est assez dispensable, c'est très très aléatoire, il y a très peu de contrôle, souvent on joue beaucoup en automatique. Donc voilà, même si j'ai apprécié quelques petits points ici et là, ça suffit pas à en faire malheureusement un jeu que je vous recommande. Orientez-vous plutôt vers un Villain the Card Game, pour moi c'est l'exemple parfait d'un jeu de ce format-là, ultra simple, ultra accessible, jouable dès 6 ans, mais qui propose à la fois les sentiments du petit jeu de cartes sans pour autant avoir l'impression de rien avoir à choisir durant toute la partie. On reste dans les petits jeux de cartes décevants avec Duck. C'est un jeu Duck dont je vous parlais, enfin que je vous teasais un peu le mois dernier en parlant de Pixies, parce que comme dans Pixies, ça fait partie de ces jeux où il y a plusieurs manches. Et en gros, si on gagne la première manche, on va gagner 10 points, alors que la deuxième on va en gagner 9, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce de progression, cette fois décroissante dans les points qu'on gagne en se défaussant en premier ou en mettant fin à la manche, quoi. Et comme dans Pixies, en fait, chaque manche est totalement indépendante l'une de l'autre. Donc il n'y a aucun moyen de se dire, bon pourquoi est-ce que finalement la première manche est plus valorisée que la dernière? Ça n'a pas vraiment de sens. Tant ça va dépendre en fait de notre main, de ce qu'on arrive à en faire. C'est un jeu qui là aussi repose largement sur le hasard, beaucoup plus encore que dans Pixies par exemple, parce que dans Pixies il y a ce draft de cartes où on a un peu de contrôle, quand bien même on peut juste pas avoir de chance dans une manche, c'est quand même beaucoup moins aléatoire que dans Duck. Alors le thème est beaucoup moins drôle que dans Cradle to Grave dont je viens de parler. Les illustrations, voilà, c'est des petits canards qui sont quand même assez rigolos, il faut le dire. Dans l'ensemble, je préfère quand même les enjeux et la dynamique de Duck par rapport à Cradle to Grave, malgré cette progression globale. Alors, encore une fois, comme pour Pixies en fait, je comprends l'idée émotionnelle que ça veut faire, l'idée de crescendo, l'idée de faire en sorte que les manches, il y ait un intérêt à en faire plusieurs. Je vous avoue que moi je rejette un peu cette idée en termes de game design, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Je comprends les enjeux émotionnels entre guillemets d'un tel design, mais quand il n'y a aucun moyen de jouer sur ces manches là et de conserver un truc, je trouve que c'est totalement gratuit, quoi. Donc Duck, c'est un jeu de défausse. En gros, on va essayer de se vider de sa main en jouant soit des combinaisons de même valeur, donc où du coup on s'en fout des couleurs, soit des suites de minimum 3 cartes de même couleur. Et ces cartes-là, on va pas les défausser au milieu, on va les jouer sur sa propre défausse, un peu comme dans Villains dont je parlais, The Card Game, et ensuite on pioche une carte. Si on a encore des cartes en main, si on s'est vidé de sa main, on pioche pas. Et c'est là un peu que se situe le cœur du jeu, parce que évidemment on peut piocher dans la pioche globale de manière aléatoire, mais on peut aussi aller piocher sur le haut de la défausse de ses adversaires de gauche ou de droite. Et du coup l'idée c'est, en prenant des cartes qui nous intéressent, d'essayer de renforcer sa main, pour plus tard réussir à créer d'autres combinaisons en choisissant un peu la meilleure option. Alors ça peut paraître rigolo et tout, en vrai c'est pas non plus foufou, hein. Enfin on n'est pas dans un truc comme Scout ou comme ce genre de truc où tu récupères des choses qu'ont joué les autres. Non, on n'est pas dans ce brio là en termes d'enjeux de choix et d'intérêt, tout ça est assez automatique. Et du coup on pourrait se dire que quand on joue ce qu'on va mettre sur sa défausse, ça a de l'importance d'ailleurs, parce que ça peut être pris par quelqu'un d'autre, donc on pourrait se dire
Vaut mieux que je joue ça parce que du coup ça va éviter que l'autre le prenne parce qu'il va faire une grosse combinaison. En vrai, impossible d'estimer ce qui intéresse nos voisins ou voisines, parce qu'on connaît pas leurs mains, sauf si on arrive à se rappeler de toutes les cartes qu'ils ou elles ont prises face visibles dans les défausses de leurs voisins ou voisines. C'est un peu ridicule, c'est rigolo, parce que le jeu semble croire qu'il y a ce niveau de lecture, parce que dans les règles, il y a écrit, alors les cartes que vous jouez, vous pouvez les mettre vraiment dans l'ordre que vous voulez. Alors pour la suite, il faut faire soit, par exemple, c'est 1-2-3, 1-2-3 ou 3-2-1, donc mettre le 1 ou le 3 au-dessus, et si on a plusieurs couleurs, choisir la couleur qu'on met au-dessus. Comme si ça avait vraiment de l'importance. Moi je suis complètement passé à travers ce pan de jeu là. Et donc si on arrive à vider sa main, on prend la fameuse carte bouée du tour, donc c'est à la première manche, ça rapporte plus qu'à la cinquième, en gros, je crois, ou à moins que ce soit l'inverse, bref, peu importe, et de toute façon c'est encore une fois très arbitraire, et si c'était l'inverse, ça changerait rien. Il y a quand même un autre point qui fait de Duck un jeu où les parties sont pas dénuées d'intérêt. C'est ce qui se passe en fait, et c'est là que se situe le cœur du jeu et les choix en fait, plus que dans beaucoup d'autres choses, c'est en gros pour les personnes qui n'ont pas vidé leurs mains. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ont encore des cartes en main, la personne qui a le plus de points va tout défausser. Par contre les autres vont garder leurs cartes de plus haute valeur, et c'est ça les points de la fin de partie. Et c'est là que, peut-être, durant les premières manches, il est plutôt intéressant de conserver des cartes que de vider sa main, parce que, enfin en tout cas dans les manches où la bouée vaut moins, c'est peut-être plus intéressant de ne pas se défausser entièrement, pour gagner, je sais pas, 5 points, plutôt que de garder dans sa main des 7, qui nous feront 7 points. Et peut-être que les 10 points de la manche où il y a la bouée à 10 points, elle est plus intéressante, voilà, que de ne pas vider sa main. Encore une fois, ces bouées-là, en vrai, je crois qu'elles sont placées dans l'ordre croissant, mais en vrai, vous pouvez mélanger, faire dans l'ordre que vous voulez, ça change rien, parce qu'encore une fois, vous avez aucun contrôle sur votre main d'une manche à l'autre. Pourquoi pas, mais du coup, tout ça, c'est... Comme les manches sont totalement indépendantes, le choix de telle ou telle orientation paraît un peu artificiel et très dépendant en fait de ce qu'on arrive à faire cette manche-là avec la main qu'on a. Mais en dehors de ça, c'est un système qui, je trouve, crée des dynamiques assez intéressantes justement dans la construction et l'utilisation de ces cartes en main. Et c'est là que le choix de quelle carte on va mettre à disposition sur sa défausse a peut-être plus d'enjeux, puisque potentiellement c'est des points qu'on va mettre à disposition de nos voisins ou voisines, ou des trucs qu'ils vont récupérer et donc potentiellement augmenter leur score, ce genre de trucs. Et il y a donc une dernière mécanique, c'est que plutôt que de jouer, on peut aussi se coucher. Sans avoir tout défaussé, et mettre fin à la manche. Un peu, je sais pas, comme dans un skijo, comme dans un mojo ou quoi. Il y a quelques contraintes, on peut pas le faire si on a plus de 10 points, donc faut avoir 10 points ou moins. En gros, ça met fin à la manche, et si on a moins de points que les autres, et ben on marque les points à la fois de la bouée et de notre carte la plus élevée. Alors que si je me suis entièrement défaussé, je ne marque que la bouée. Alors, a priori, notre carte la plus élevée, elle est pas si élevée que ça, parce qu'on espère avoir moins que les autres. Donc normalement, c'est pas non plus un 8, quoi. Ça me fait un peu penser à Sea Salt, and Pepper, avec l'histoire de la dernière chance. Sauf que là, dans Duck, je crois que les autres n'ont pas de tour supplémentaire. J'avais un peu râlé sur Mojo le mois dernier ou le mois d'avant. Je trouvais l'utilisation de cette fin prématurée un peu nulle. Ici, ça marche bien avec cette punition si on prend le risque et que en fait on n'y arrive pas. Parce que dans ce cas-là, la bouée qu'on prend, en fait, on la prend du côté rouge, qui fera des points négatifs. Et l'idée, c'est que plus on aurait gagné de points, plus on va en perdre. C'est-à-dire que pour la 5ème manche, je crois que c'est la bouée qui rapporte 10, c'est 4 points négatifs, alors que pour une manche où on aurait marqué, je sais pas, 5 points, et peut-être qu'on va en perdre qu'un, quoi. Donc rien de foufou, c'est un peu répétitif, mais il y a quand même ces petits points-là qui sont pas inintéressants, c'est dans cette gestion de main. Ça peut être essayé si vous aimez les petits jeux de cartes. Pour moi, c'est un jeu bien plus recommandable, par exemple, que Cradle to Grave ou Mojo. Je citais Villains de Colovini un peu plus tôt, on n'est pas à ce niveau-là du tout. Je citerai aussi quelques autres jeux comme ça de cartes, peut-être à peine plus complexes, mais que je trouve bien meilleurs. Moi, pour l'instant, je l'ai, c'est clairement pas un indispensable, j'en referai ici et là quelques parties. Essayez, pourquoi pas. Alors celui-là, l'idée était plutôt cool. Golden Crash, ça vient d'une game jam en fait qui a fait l'objet d'une vidéo documentaire qui est présente sur le site, sur la chaîne YouTube de Greux Games. Je vous mets tout ça en lien. Et dans l'ensemble, c'est cool parce que ça met en avant une pratique, la game jam, donc l'idée de création sous contrainte, la manière dont on peut utiliser ces contraintes-là pour créer. Alors ici c'est sur demande d'un éditeur, ce qui est pas toujours le cas, mais peu importe, ça peut être quelque chose qui est pas une commande.
Alors ça va un petit peu plus loin que juste une game jam, parce que durant ces 3 jours il y avait aussi les illustratrices pour travailler sur le prototype, et c'est pas toujours un luxe qu'on a dans ces circonstances là, même si souvent dans les game jams il y a l'idée d'assembler plusieurs entre guillemets corps de compétences pour créer un prototype, que ce soit du côté de la narration, que ce soit du côté du game design, que ce soit du côté de l'illustration, du code pour tout ce qui est du jeu vidéo, etc. Donc bon, à la limite pourquoi pas. Mais au-delà de documenter une game jam, je trouve que surtout ça présente différentes étapes en fait de la création d'un jeu édité, ce qui est pas exactement la même chose. C'est pas le même but non plus, parce que derrière il y a ce but commercial qui dévoie quand même pas mal d'idées de game jam, qui souvent est là pour être un laboratoire, pour expérimenter, pour parfois c'est des choses qui pourraient être destinées à l'édition, mais souvent c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pas une game jam en fait qui s'est passé, c'est une commande d'un éditeur, et comment est-ce qu'on peut partir d'une commande pour créer un jeu avec des contraintes demandées par l'éditeur, mais c'est pas vraiment une game jam, parce que ici du coup, c'était un peu l'idée de la game jam, c'était créer un produit fait pour être édité. Et qui plus est, alors les game jam, normalement, on n'est pas censé être un professionnel pour pouvoir s'y coller. Ici, c'est la team Kaedama. Là aussi, parce que c'est un peu tristou, parce que normalement, c'est l'occasion pour plein de personnes amatrices et qui sont pas éditées de créer, de proposer des choses qui vont être différentes en fait de celles d'auteurs qui ont déjà un pied dans le milieu, qui ont parfois certains tics de création qui sont liés à cette position, d'autant plus sur une commande pour éditer un jeu. Alors bien sûr que Gros Games, dans l'optique d'un produit édité, qui est le début d'une gamme duel, je crois, évidemment que c'est plus safe de se reposer d'une part sur des amis dont on connaît les qualités humaines, en tout cas dont on considère les qualités humaines, et dont on sait que en gros c'est des game designers, ils ont l'habitude, de toute façon ce qu'ils vont pondre ça va pas être de la grosse daube, a priori en tout cas c'est voilà, des gens qui font le taf. Mais encore une fois, du coup, le terme de game jam est, je trouve, assez peu pertinent pour ce documentaire et cette création. Je trouve qu'on est plus en fait dans un documentaire qui présente un travail de commande et auprès de la team Kaedama, et comment est-ce que les idées peuvent naître de certaines contraintes dans le cadre d'un jeu qui est fait pour être édité, ce qui est pas encore une fois exactement la même chose, parce qu'encore une fois un jeu de game jam souvent c'est pas un jeu merveilleux, il y a la question de créer en fait, juste pour créer, pas pour être édité et faire de l'argent. Et j'aime pas du tout moi cet axe de présenter le but de la création en fait d'un jeu dans le but de l'édition et donc de l'argent, plus que dans le but juste de la création. Je veux dire, c'est pas le même but, et moi je commence à en avoir marre de l'idée que quand on crée un jeu c'est fait pour être édité. En fait non, ça peut être fait pour être joué. Aujourd'hui le monde de l'édition c'est sans doute le plus simple pour être joué par un plus grand nombre de personnes. Ça peut aussi être pour le plaisir de la création, ça peut être pour tenter des choses, je veux dire, ouais, c'est quelque chose moi qui m'agace un petit peu, ce but donné à la création de jeu. Et en plus, surtout quand derrière je trouve que le jeu est aussi moyen que Golden Crash quoi. Parce que donc créer Golden Crash pour montrer des étapes de création, des processus de création, du brainstorm, des idées d'édition, faire un documentaire, pourquoi pas. Mais en fait derrière vous pouviez faire un documentaire sans éditer le jeu, c'était pas obligatoire. Je veux dire, on n'est pas obligé de tout éditer ce qu'on commence à designer. C'est pas parce qu'on est la team Kaedama qu'il faut absolument éditer ça. À la limite, comme souvent avec des game jam, pourquoi pas proposer le produit final en print and play ou en pay what you want. C'est ce qui se fait souvent sur Itch.io ou quoi du côté du jeu vidéo. On n'est pas obligé de le faire intégrer le circuit traditionnel. En fait, c'est finalement, ça serait bien plus représentatif de la réalité de la pratique de la game jam que ce qui a été fait avec Golden Crash. Donc voilà pour la démarche. L'idée de base, je la trouve sympa. Je trouve l'exécution beaucoup moins agréable. Au contraire, pour moi, ça donne une fausse image de ce beau moment que peut être une game jam, même si il y a aussi des pratiques un peu questionnables sur le crunch et tout. Aujourd'hui, il y a pas mal de game jam qui essayent de travailler là-dessus pour éviter ça. Et je l'ai dit, en plus, au-delà de ça, je trouve que moi le jeu derrière est pas très réussi. Ce qui encore une fois, ce serait le cadre d'une game jam et d'un print and play, et juste l'idée de hey, regardez comment on peut créer à partir de contraintes. Que le jeu soit pas bon ou moyen derrière, c'est pas très grave. Enfin, je préfère toujours que ce soit des bons jeux, mais je suis pas du tout aussi sévère qu'avec un jeu finalement édité. Parce que commercialiser, parce que le jeu est fini, en fait, non, on n'est pas obligé de commercialiser un jeu fini s'il ne mérite pas d'être commercialisé. Du côté des visuels déjà, moi je trouve ça très peu lisible, notamment l'illustration de boîte, je la trouve incompréhensible. Je trouve ça vraiment raté, on voit juste qu'il y a une opposition, on voit pas entre quoi et quoi. Et alors c'est pas une artiste dont j'adore le style, Camille aussi par exemple, habituellement c'est pas quelque chose qui me choque à ce point là quoi. Après je connais moins celui de Valériane Ollet, mais ce que j'en ai vu me paraît aussi plus clair qu'ici. Alors il y a un parti pris graphique qui est fort en termes de contraste et tout, mais je trouve que ça manque d'identité du côté des personnages, mais à la limite on peut passer sur les illustrations, c'est pas ça qui est responsable de la qualité du jeu. Dans Golden Crash on est vraiment dans un style de jeu d'affrontement à 2 joueurs ou joueuses, et l'idée c'est va y avoir 3 terrains qui vont se faire face, et on va en gros essayer de conquérir ces terrains là en abattant les éplins des adversaires, et pour ça on va poser les cartes qui ont des effets, et en même temps en parallèle, donc on va d'un côté essayer de détruire les éplins de l'adversaire, de l'autre on va essayer de sécuriser les trésors pour faire plus de points que l'adversaire si jamais
la partie s'éternise et se finisse sans la destruction des éplins d'une des deux personnes. C'est en vidant la pioche, je crois, que ça se passe. Alors il y a des bonnes choses, hein, dans Golden Crash, tout n'est pas acheté, notamment au niveau de la gestion du rythme, au niveau de l'activation des effets de pause. En fait, les cartes vont avoir des effets de pause et de défausse. Il y a une question dans la gestion de la main, parce que c'est pas une pioche automatique, c'est une action la pioche. En général, on va plutôt essayer d'éviter de la faire, on va plutôt essayer de bénéficier des effets des cartes posées pour piocher plutôt que de faire l'action de pioche. Il y a aussi une bonne idée, c'est pour poser une carte en fait dans un des trois champs de bataille, dans une des trois colonnes, c'est impossible si c'est pas la colonne qui a le moins de cartes. En gros, on peut que poser là où il y a le moins de cartes. Je sais plus si c'est le moins de cartes ou si c'est pas là où il y a le plus de cartes, mais je crois que c'est là où il y a le moins de cartes. C'est une contrainte assez forte, et mine de rien, ça permet de limiter les choix, de frustrer aussi, parce que souvent on voudrait mettre des cartes blindées à un endroit, mais on n'a pas le droit. Ça force un peu à répartir justement sur les différents champs de bataille, et ça crée des moments où on va défausser des cartes qu'on a posées plus tôt, moins parce que leur effet est bien, mais parce que ça permet de diminuer le nombre de cartes de tel lieu, et donc peut-être de pouvoir le réalimenter plus tard, ou de rééquilibrer tout ça, ou tout simplement parce qu'il y a des pièces qu'on veut caler dans la défausse en espérant qu'elles y restent pour le côté plus trésor. C'est un jeu à interaction forte, c'est un jeu de duel, hein, la gamme s'appelle Duel et ça se présente comme ça. Mais si l'interaction est forte, je trouve le jeu mou. Il y a 2 actions par tour, je trouve tout ça très très répétitif. J'ai parlé de gestion du rythme, mais je trouve les moments de tension trop rares dans un jeu du genre, parce que moi dans les jeux du genre je veux être tendu presque de A à Z dans la partie où qu'en tout cas les moments de tension soient très forts. Moi j'ai l'impression que l'équipe, alors je sais pas si ça faisait partie de la commande ou quoi, mais a voulu se placer un peu dans la suite de jeux qui marchent actuellement sur cette optique de conflit sur plusieurs fronts, sans jamais réussir à mettre le doigt ou à trouver ce qui rend ces jeux réussis et à le mettre dans Golden Crash avec ses spécificités. Alors évidemment je peux citer Bestioles en guerre avec sa mécanique de réédition, il y a aussi Marvel Snap du côté des jeux vidéo, ou plus anciennement Namikoji ou les cités perdues, qui sont des jeux sans pouvoir de carte avec juste de la majorité, mais ça crée beaucoup plus de tension et de nervosité que ce jeu qui est un jeu quand même d'affrontement. Et je trouve aussi en termes de rythme la partie un peu longue si on n'arrive pas à mettre vite la pression sur les éplins. Alors je comprends l'idée de mettre fin à la partie parce que voilà, par épuisement de la pioche, ça donne un autre enjeu au fait aux cartes que le pur conflit. Il y a finalement pas toutes les cartes du double qui sont là pour taper sur l'autre. Ça amène d'autres choix aussi dans la défausse des cartes. Parfois on va plutôt essayer de switcher vers l'espoir que ça dure jusqu'au bout, parce qu'on sent qu'on a un trésor plus important que l'autre, et du coup peut-être une stratégie de meuler sa pioche plus vite. Mais c'est des parties que je trouve assez ennuyeuses, parce qu'en fait juste le système de jeu, je le trouve pas assez intéressant pour me garder attentif sur l'ensemble de la partie. Donc voilà, c'est pas forcément le pire jeu présenté dans cette partie, hein. Loin de là, il y a des bonnes idées ici et là, mieux que d'autres jeux. C'est dans un genre que j'aime bien, mais je vois pas en fait pourquoi je jouerais à celui-ci quand plein d'autres jeux font ça en mieux, ou en tout cas plus à mon goût. Et l'idée dans la Game Jam d'avoir une espèce d'exercice de style où on va se dire « mais pourquoi on ferait pas un jeu dans la veine de ces jeux où il y a des zones de bataille parallèles ?» Ça pourquoi pas. Documenter le tout pour montrer comment on édite un jeu, pourquoi pas. L'éditer à la fin, c'était sans doute pas très utile. En plus que, comme dit, le fait de l'éditer à la fin, moi, en fait, j'aimais bien la démarche à la base, le fait de l'éditer et d'essayer d'en tirer un truc commercial, du coup, moi ça rend le jeu beaucoup plus... ça enlève beaucoup de noblesse, si je puis dire, au projet de documentaire et tout, parce que du coup j'adhère pas du tout à la démarche, quoi. Allez, on va chez le bon vieux Dr Knizia, c'est le premier de la vidéo, ce sera pas le dernier, mais High Score c'est un jeu qui traîne depuis l'été dernier dans les jeux que je dois aborder. J'avais pas aimé à l'époque, j'attendais d'en avoir refait 1 ou 2 parties pour confirmer ou non mes premières impressions, en essayant de varier un peu les configurations, parce que bon, moi ma découverte l'été dernier c'était à 2, et je m'étais tout de suite rendu compte que, alors évidemment c'est indiqué sur la boîte, c'est pas la première fois qu'on nous ment sur le nombre de joueurs ou joueuses sur la boîte. Rapidement, première partie on se dit ouais bon c'est pas un jeu à 2 quoi. Et effectivement à partir de 3, mais surtout 4-5 c'est mieux, ça reste quand même très très oubliable, à peu près autant que les visuels du jeu. On est dans du jeu de dés à base de prise de risque, c'est très classique, il y a un nombre de tours fixe, et à chaque tour en fait c'est une nouvelle manche qui aura son petit podium, et les points qui vont avec, donc le premier va gagner X points, le deuxième va gagner X points, la troisième personne va gagner X points, et les autres ne marqueront rien s'il y a des autres. Et chaque manche en fait il y a des nouvelles règles. Alors les nouvelles règles, vous imaginez le gif de Denis Brognard ici, ça peut être sur la relance des dés, donc comment est-ce qu'on a le droit de les relancer, est-ce qu'il faut en mettre un de côté obligatoirement, ce genre de bail. Ça peut être sur la manière de scorer, est-ce qu'il faut faire des suites de dés, est-ce qu'il faut faire des paires, des bidules, des machins. Et sinon il y a aussi une phase de dés c'est des espèces de cercles concentriques là dont la valeur va dépendre en fait des manches. Dans l'idée pourquoi pas. Comme dit, à partir de 3 en fait la prise de risque pour grappiller une place et quelques points fonctionne, là où à 2 en fait
Il y a vraiment aucun enjeu parce que soit on arrive à dépasser l'autre, soit on est derrière. Et donc, on va essayer de prendre des risques pour dépasser l'autre et voilà. Et sinon, au pire, on sera deuxième, quoi. Donc c'est vraiment nul à chier. Alors qu'à partir de 3, en fait, on peut essayer de grappiller une place pour être deuxième plutôt que troisième. C'est pas juste premier, deuxième. Et donc, l'idée de prise de risque qui va avec le jeu, prend sens. Mais bon, voilà, malheureusement les règles de chaque manche c'est très très répétitif, c'est pas très intéressant, surtout quand aujourd'hui on a vu des dizaines et des dizaines de jeux qui proposent ce type de mécanique. High score ça apporte rien du tout, et en vrai on souffle souvent, on se dit mais pourquoi, enfin il y a un dé lancé de dés, c'est juste lancer 3 fois les dés sans rien garder, enfin jusqu'à 3 fois, et garder le troisième lancé obligatoirement, et franchement, enfin, c'est à se demander où Knizia est allé chercher ses idées, parce que c'est vraiment un gros manque d'idées, et t'es là et tu te dis franchement quoi, on en est là. À quel moment est-ce que t'as pas trouvé mieux? Alors si vous venez de jeux que vous avez jamais joué à un jeu de prise de risque ou quoi, pourquoi pas, ça peut constituer une porte d'entrée vers des sensations que moi j'adore. Sinon c'est un jeu qui a aucun intérêt. Moi jamais je conseillerais High Score à personne, et je conseillerais d'autres concurrents qui sont nettement mieux, et je vois pas quel intérêt il a dans le paysage ludique actuel, quoi. Et pourtant, hein, vous savez que moi je suis assez tolérant et sensible à la prise de risque, au lancer de dés, mais là c'était vraiment très ennuyeux. Il y a des gens qui à côté jouaient à Las Vegas, waouh, enfin j'étais très jaloux, parce que c'est toute autre ambiance à la table, jouer à Las Vegas, jouer pas à High Score, quoi. Et si jamais vous voulez rester chez Knizia, parce que voilà, vous avez une obsession, l'année dernière était sorti Gang of Dice chez Mandu Games, alors là aussi évitez la configuration à 2, là aussi c'est pas le meilleur jeu de l'auteur, c'est pas le meilleur jeu du genre, mais ça a le mérite d'être une proposition un peu plus intéressante que High Score qui est vraiment très fadasse. Direction Kickstarter avec ce jeu dont la campagne est terminée, mais vous avez pas raté grand chose si vous ne l'aviez pas vu. Alors vous en doutez, hein, je reçois pas des jeux d'éditeurs en amont, encore moins de la part d'américains, donc c'est BGA uniquement, Board Game Arena, où j'ai joué à River Valley Glassworks, que j'ai tout le temps cité dans mes hebdos comme River City Glassworks, parce que c'est les River City, il y a plusieurs jeux vidéo qui ont ce nom-là. Bref, et donc l'idée c'est de se placer dans la lignée d'un Azul. Et ce genre de jeu de prise, pause et score, vous savez c'est le pionfesseur, il adore appeler ça des mini-euros. Allez écouter ce qu'il fait, ses analyses, etc. pour qu'il vous explique un peu ce que lui considère comme des mini-euros. Là-dedans, on est clairement là-dessus, ça se cache pas. En gros, l'idée c'est que là on va prendre comment on va appeler ça, des pierres. Les pierres qu'on va avoir le droit de prendre, ça va dépendre en fait de la forme de l'item qu'on relâche. On va le poser sur une des cases et on va pouvoir prendre des items d'une case adjacente. Sachant que comme dans plein de jeux, en fait, si vous utilisez plusieurs items de la même forme, vous pouvez prendre où vous voulez, voilà, vous passez de toute contrainte. Et après, les pierres que vous avez récupérées, vous les mettez sur votre petit plateau personnel, et en gros, à chaque fois, les mêmes couleurs vont dans la même colonne, et évidemment en partant du bas. Et si vous dépassez en haut, donc si vous prenez trop de fois la même couleur, ça va faire des points négatifs. Et l'idée dans le jeu, c'est pour comment on va essayer d'optimiser son petit plateau, hein, à la Azul avec ces espèces de trucs, on essaie de faire des colonnes, des lignes et puis des collections de couleurs. Là on va essayer de faire des colonnes hautes, parce que ça rapporte plus de points, et si possible les colonnes les plus à droite, parce qu'elles rapportent encore plus de points. Le truc c'est qu'on va commencer à remplir notre tableau par la gauche, donc pour faire des grandes colonnes à droite, il va falloir avoir plusieurs couleurs différentes. Et si on prend plein de fois des couleurs différentes, le jeu avance, peut-être qu'on va pouvoir aller moins haut, ce genre de truc. Et on va aussi essayer de faire des lignes complètes, parce que tant qu'on arrive à placer des pierres sans aucun trou, ça va rapporter de plus en plus de points, mais ça va s'arrêter au premier trou. Donc on va essayer de faire des lignes complètes idéalement. Alors comme ça paraît sans doute un peu abstrait, j'espère que peut-être que les images que je mets permettent de mieux comprendre l'idée. En vrai, en termes d'enjeux et de comment, enfin des paradoxes un peu qu'on va devoir gérer, c'est assez évident. C'est des forces qui s'opposent un petit peu dans la manière dont on essaye de gagner le plus de points possible. Il y a aussi l'affiliation d'Azul qui se place dans la volonté d'une espèce de matériel un peu luxueux. Voilà, c'est des pierres de différentes formes qui sont en acrylique, qui sont là pour un peu l'expérience de jeu. Alors moi j'ai pas pu en profiter parce que j'ai joué en ligne, un peu comme dans Coffee Rush, ça me paraît être clairement de la poudre aux yeux pour attirer les backers, ça colle totalement à Kickstarter. Des gens qui vont plus s'intéresser au matériel qu'à l'expérience de jeu, c'est plus un élément marketing que ludique, même si, je peux comprendre le plaisir que peut entraîner leur manipulation. Je vous avoue que moi je suis content d'avoir découvert ça sans cette poudre aux yeux là, sans ce parasite là qui laisse un peu justement le cœur du game design s'exprimer, et je pense qu'il est assez faible. Donc voilà, moi il y a un intérêt potentiel au scoring, il y a ces pierres plus ou moins rares. J'ai trouvé ça très lambda, il y a rien qui sort le jeu du lot, il ressemble en termes de sensation à 1000 autres jeux qui sont sortis avant lui. Voilà, il fait partie des jeux, l'existence ça apporte absolument rien, on pourra toujours lui conseiller des jeux qui lui sont intérieurs, avec en plus
je suis pas le plus grand fan d'Azul qui soit, hein, mais je le trouve beaucoup plus intéressant en termes de dynamique et d'interaction, donc voilà. Aucun intérêt si vous possédez Azul ou des jeux du genre, et si vous les possédez pas, il y a tellement mieux et tellement plus intéressant qui est déjà sorti que voilà, vous pouvez clairement vous passer de River Valley Glassworks. Le hasard de l'alphabet fait que je vous parle de celui-ci avant de parler finalement de son aîné, les Royaumes Sauvages, qui viendra très bientôt dans la vidéo. Et donc ça c'est Rorenwright, pardon, voilà déjà avec ce titre sur lequel je trébuche, c'est la version à cocher, qui est sortie 2 ans après avec une autre autrice, c'est plus Steven Aramini qui est aux commandes, mais les visuels, je crois que c'est pas toutes les mêmes personnes à l'illustration, mais c'est clairement dans la même lignée, hein, il y a vraiment une filiation qui se fait au niveau visuel, et on est vraiment dans ces jeux qui ont, en fait, c'est vraiment, ah bah on va faire la version à cocher de ce jeu-là parce que c'était la mode, et qui apporte pas grand-chose. C'est un jeu vraiment sans interaction aucune parce qu'on va lancer les dés et chacun ou chacune peut prendre les dés qu'il ou elle souhaite. On peut tous les utiliser ou pas, c'est vraiment libre, on prive personne de rien, il n'y a pas de course, il n'y a que dalle. La seule différence entre les différentes personnes, c'est qu'on va avoir des objectifs personnels qui vont pas être les mêmes, mais sinon on est vraiment dans du duplicate. Alors que dans les Royaumes Sauvages, il y avait un aspect majorité sur les différents tableaux, donc forcément d'interaction. Ici non, parce que les 5 royaumes en fait on les a sur nos feuilles à nous, et donc on peut s'y placer librement. Du coup j'y ai joué juste en solo, pour un peu m'attarder sur le système, parce que honnêtement, y jouer en solo à plusieurs c'est exactement pareil, si ce n'est voir qu'est-ce qu'on a fait du tirage des dés, pour voir en fait si le système me plaisait, parce qu'au-delà du manque d'interaction, moi je me passe sans problème de l'interaction si derrière le jeu me paraît intéressant dans ses mécaniques, qu'il y a un bon système. Le problème c'est, vous le devinez, que le système n'est pas passionnant, on est vraiment dans des petites salades de points, on va choisir des valeurs à mettre dans un tableau, on va essayer de mettre d'autres valeurs dans les royaumes, qu'il va y avoir des contraintes qui vont être par exemple mettre des valeurs croissantes, des valeurs égales, ce genre de trucs pas très originaux, qui étaient déjà dans les Royaumes Sauvages en termes de contraintes de pose de cartes pour le coup. Puis on gagne des points aussi si on remplit notre grille sans utiliser les 3 lancers. À la fin de la partie on a notre petit objectif perso. Et il y a aussi, et c'est peut-être le plus intéressant, même si c'est pas non plus renversant, c'est ces cartes animaux là, qui vont varier de partie en partie. C'est des espèces de contrats, et en fait à chaque tour on va choisir un contrat qu'on va résoudre. Donc évidemment on va essayer de résoudre celui qui nous rapporte le plus de points. On peut faire tout à fait plusieurs fois le même dans la partie, mais évidemment il y a un petit scoring de fin de partie qui dit que si vous avez utilisé plusieurs animaux pour faire votre scoring aux différentes manches, et ben c'est un peu valorisé en termes de points. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment le principal élément qui va vous orienter dans le choix des dés que vous allez mettre dans votre tableau, puisque ça va être des scorings qui sont là aussi. Ah ben si vous avez des trucs de même valeur, vous marquez des points, soit vous avez des valeurs paires, des brelans, des trucs du genre, et je trouve que c'est un peu tristou parce que ces contrats de fin de manche, bah ça fait redite en fait avec les contraintes des royaumes quoi. Comme dit, c'est le lien le plus franc au-delà de l'identité visuelle avec les Royaumes Sauvages, mais on a un peu ce truc où on se dit, ben ils avaient déjà pas d'idée pour les royaumes et ils ont refait les mêmes pour les contrats, c'est un peu triste. Voilà, donc tout ça, c'est plein de petites cibles qui sont à peu près équivalentes en fait, et qui vont guider nos choix dans les dés à utiliser. Il y a rien qui se démarque vraiment, il y a rien qui sort du lot, il n'y a pas d'émotion particulière qui se dégage du jeu, et il y a un peu l'impression aussi que tout est valable et que tout est plus ou moins récompensé. Bon, voilà, c'est un peu triste quoi en termes de propositions. Donc voilà, c'est un jeu dont vous pouvez vous passer, qui apporte rien que de plus que plein de jeux à cocher qui utilisent ce genre de mécanique, de tous les jeux qui utilisent ce type de scoring. J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui est là pour servir un peu de dérivé à un jeu déjà pas brillant, mais qu'en gros c'était la mode, il fallait absolument faire un jeu à cocher pour tous les jeux de la planète, donc les Royaumes Sauvages a eu sa version jeu à cocher. Était-elle nécessaire ? Non. Est-elle bonne? Je ne trouve pas non plus. Je vous le disais juste avant, après Rorenwright, on va parler du jeu Les Royaumes Sauvages, qui était donc sorti 2 ans plus tôt, et donc Rorenwright, c'est un peu la déclinaison en jeu à cocher. Alors c'est un jeu qui est de la part d'un auteur que je trouve assez mineur, même s'il a quand même un nom assez connu, c'est Steven Aramini. Moi j'avais bien aimé, je vous avais parlé récemment de Flip Town, que j'avais trouvé plutôt solide. On est dans un jeu de majorité vraiment très classique, hein. Il y a différents royaumes qui sont donc dans le titre, les Royaumes Sauvages, et on va essayer d'être majoritaire pour marquer des points lors de 3 manches, et à chaque manche, les majorités de chaque royaume seront déterminées, et on gagnera X points selon la détermination au début de la partie. Et donc à chaque manche, pour déterminer ces majorités, pour se placer en fait sur ces royaumes, on va devoir jouer des cartes dans tel ou tel royaume, et pour placer des cartes, il va falloir respecter quelques contraintes qui de manche en manche vont changer, et donc quand on pose une carte, on place un de nos cubes dans ce royaume, et voilà, en gros ça permettra de participer au décompte de fin de manche.
Alors les contraintes, elles permettent de limiter les choix, hein, justement on a une main de cartes et puis on va se dire bah là je peux pas jouer, là je peux pas jouer, donc on identifie assez vite ce qu'on peut faire et du coup on identifie aussi assez vite les enjeux des majorités et qu'est-ce qui est intéressant à faire. Voilà, tout ça c'est orienté aussi évidemment par les points qui, je l'ai dit, selon les manches et selon les royaumes ne sont pas les mêmes, donc évidemment on va peut-être essayer de se dire qu'on va plutôt aller là parce que ça rapporte plus de points, ou voilà, ce genre de truc assez évident dans les jeux de majorité. Dans chaque royaume également, ce qui va être différent, c'est le nombre de places en fait, le nombre de cubes qu'on peut placer, et du coup les majorités vont être plus ou moins faciles à obtenir. C'est des contraintes qui sont assez variées, hein, voilà, on les change à chaque manche, j'ai quand même un bon paquet de cartes. C'est plus ou moins intéressant, ça va dépendre des cartes, et c'est jamais non plus un truc où on se dit waouh, quelle bonne idée. Ça va être des trucs genre on va poser des cartes paires, on va alterner des cartes paires ou impaires, ça va être des cartes de valeurs différentes. Et des fois c'est plus des contraintes qui vont être liées aux dernières cartes qui sont posées sur les royaumes voisins ou sur l'ensemble du plateau. Par exemple, hein, encore une fois, ça va être des trucs genre il faut que ce soit un animal différent des deux derniers posés sur les royaumes voisins. Ce genre de truc. Pourquoi pas, d'autant que vraiment on est dans de la majorité qui est très lisible au niveau du plateau, hein, puisqu'on voit nos cubes, on voit tout de suite qui est majoritaire. C'est assez épuré, moi c'est un genre que j'aime bien, la majorité, parce que c'est des interactions fortes, assez évidentes, on identifie vite les enjeux. C'est un truc qui a d'ailleurs, je en parlais dans Roll and Write, c'est quelque chose qui a été perdu et qui pour moi rend l'adaptation un peu moins bonne, et qui me correspond moins. Et il y a aussi quand même un truc, c'est l'idée de prendre part au conseil, c'est-à-dire que si on est la personne qui posons notre cube dans le dernier espace du royaume, donc tout en haut, ça va nous permettre de prendre part au conseil. Déjà ça va nous faire un cube sur ce royaume, donc voilà pour la majorité actuelle, mais surtout pour la manche suivante ça permet d'avoir une des deux places du conseil, puisque le dernier cube placé sur le royaume, il va être décalé sur un espace particulier qui va être conservé en fait de manche en manche, donc voilà, c'est quand même assez cool de ce point de vue là, ça permet de prévoir un petit peu, et en plus si on est le premier ou la première à poser un cube dans un espace qui permet d'aller au conseil, on va pouvoir gagner une cube qui va donner quelques points à la fin de la partie. Voilà, moi c'est ce que je disais un peu pour Duck ou le mois dernier pour Pixies, c'est le genre de mécanique qui permet tout simplement de préparer des manches, où du coup peut-être que le scoring va être plus intéressant à la manche 3, et que en fait à la première manche c'est pas forcément génial, mais le fait de prendre part au conseil là, du coup je prépare un peu ma manche 3, et donc c'est pas des manches entièrement indépendantes, on repart pas totalement à zéro, alors ça reste mineur hein, comme truc, c'est un cube, alors ça dépend des royaumes, hein, si c'est un cube sur 4 c'est beaucoup, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez intéressant, comme quoi il faut pas grand chose en fait pour donner de l'intérêt à créer un jeu en plusieurs manches. Ça évite le côté un peu arbitraire artificiel que je déplorais un peu dans Duck ou dans Pixies. Et également il y a ce truc là aussi que cette dernière place d'un royaume on peut le faire qu'une fois par manche, parce que quand on décide de prendre part à un conseil d'un des royaumes, notre tour est fini dans cette manche et on peut plus placer de cubes. Donc il y a une espèce de question de tempo en plus, entre se dire là j'aimerais bien prendre le conseil, la place au conseil de ce royaume là parce à la manche suivante c'est intéressant au niveau des points, mais en même temps j'ai pas envie de me griller trop vite, il me reste des cubes, je peux peut-être un peu essayer de grappiller des majorités ou des deuxièmes places ici ou là. Donc il y a cette espèce de question de tempo qui est pas inintéressante et qui là aussi crée de l'interaction entre les personnes autour de la table. Alors passer cette dynamique là que j'aime bien, je l'ai dit, j'aime bien les jeux de majorité, j'aime bien le fait que sur les 3 manches il y a une petite évolution et tout, c'est quand même un peu plat malheureusement, on aime bien avoir du contrôle dans ce genre de jeu au niveau des majorités, alors pas un truc entièrement contrôlable, hein, c'est pas quelque chose que j'aime bien quand il y a du hasard, et s'il y en a beaucoup, puisque ça va dépendre des cartes qu'on a en main, ça va dépendre de ce que font les autres, qui est pas du hasard mais qui est des choses qui créent de l'opportunisme. Il y a aussi quand même clairement un souci sur le nombre de joueurs ou joueuses indiqués sur la boîte. J'ai essayé en solo, c'est pas passionnant. À 2, comme beaucoup de jeux du genre de majorité, il y a pas trop de tension, on se partage un peu les espaces et puis c'est pas très passionnant. Et j'ai essayé aussi à 5 et c'est vraiment la foire à la saucisse, parce que c'est un jeu où, je l'ai dit, il y a des contraintes et on va beaucoup dépendre de la pioche. Parfois ça permet pas de contrôler grand chose vis-à-vis des contraintes proposées par les royaumes, et en fait le jeu le sait, c'est quelque chose qui est identifié puisqu'il y a une action qui est possible qui est de défausser, de piocher, donc de passer un peu son tour pour essayer de mieux d'avoir des cartes plus pertinentes, le tout étant compensé par un point de victoire, ce qui est pas grand chose par rapport au fait de perdre un tour complet. Ça peut aussi être une gestion de tempo, cette action là, pourquoi pas, même si on l'a pas trop joué comme ça, mais il faut savoir que dès qu'une personne est sortie de la manche, vous savez, en posant ce fameux cube au conseil, cette action n'est plus disponible, donc voilà. Et donc quand on a fait une partie à 5, il y a un des joueurs autour de la table qui a
rien pu faire de la partie, il a subi les 3 manches en fait. Parce qu'il avait pas les bonnes cartes, et parce que en fait le fait de défausser pour repiocher et tout, en fait c'était pas possible d'essayer de faire des chaînes de plusieurs trucs pour essayer de se débloquer en se disant bon bah là je joue là, comme ça plus tard je pourrais jouer là, parce qu'en fait entre chacun de ces tours il y avait 4 personnes qui jouaient, et du coup à peu près tout ce qui était autour du plateau était modifié, et quand bien même du coup il essayait de refaire sa main en défaussant et en gagnant ce pauvre point de victoire, ben parfois la configuration avait totalement changé, ce qui fait que sa nouvelle main était pas pertinente et pas jouable. Donc c'est toujours problématique quand c'est pas un jeu très long et tout, mais on s'en fout, c'est quand même problématique que ça puisse être à ce point-là subi sans avoir grand chose à faire pour contrer ça, en fait, c'est ça le problème. Donc voilà, c'est un jeu qui est pas intéressant à 2, qui est trop chaotique à 5, il reste la configuration à 3 et 4 qui sont les moins pires, mais même comme ça en fait le jeu brille pas forcément par son originalité, c'est un jeu de majorité de plus. Moi j'en ai plein des jeux de majorité que je préfère, je vous ai parlé il y a quelques mois de Rumble Nation qui est 1000 fois supérieur en termes de système et d'interaction et de ce qui se passe autour de la table. Et puis il faut dire quand même un petit mot, il y a des majorités, peut y avoir des égalités, et donc il y a un système pour briser les égalités de majorité. C'est des espèces de petites batailles là qui sont vraiment absolument nuls, qui prennent quand même une page complète de règles à expliquer, parce que du coup dans ces batailles il peut aussi y avoir des égalités et tout. Honnêtement ça apporte quasiment rien en termes d'enjeu, si ce n'est le fait d'essayer de garder peut-être en main quelques cartes plus hautes, mais franchement c'est tellement nul que... Et en fait ça rajoute une phase en plus dans la phase de résolution des majorités, une phase qui est vraiment nulle, pas intéressante, un jeu qui est déjà pas brillant, donc un peu dommage de pas avoir trouvé une autre façon de briser les majorités, les égalités de majorité. Alors c'est un jeu, je l'ai mis en vente, parce que voilà, je vois pas qu'est-ce qu'il peut apporter dans ma ludothèque. Si moi derrière on me le propose dans la bonne configuration et que sous la main là j'ai pas mieux, bah pourquoi pas, mais je vous avoue que je serai jamais la personne qui va proposer de mon propre chef une partie des Royaumes Sauvages. C'est parti pour les micro-games du mois, donc toujours cette gamme chez Matago dont je vous parle régulièrement. Et alors tous les deux c'est des déceptions, tous les deux c'est des jeux à 2, et tous les deux c'est le même auteur dont c'est les premières propositions ludiques. Et les deux c'est pas des traductions de chez Button Shy, c'est des propositions en interne, directement éditées par Matago. Et on va commencer par le Roi des Ribauds, donc c'est un jeu qui se base sur la BD du même nom de Vincent Burja, qui est illustré de très très belle manière par Ronan Touloat, désolé pour la prononciation, et évidemment ces illustrations sont là aussi pour le jeu. Alors j'ai pas lu du tout la BD, le Roi des Ribauds, mais le même auteur a fait La République du Crâne, plus orienté sur les pirates, et je vous la conseille, c'est plutôt très cool. Ici, du coup, ouais, les visuels c'est cool, il y a un petit effet feuille sur les cartes qui marche bien, mais comme pour Coffee Rush, ce genre de petit luxe là, c'est bien, juste si le jeu suit derrière, sinon c'est un élément de poudre aux yeux, ou c'est de la communication sur laquelle l'éditeur va dire « Eh, vous avez vos petites cartes foil et tout, mais notre jeu c'est de la merde, mais vous avez vos cartes foil ». Ils vont pas le dire que le jeu c'est de la merde, mais du coup c'est un élément de communication sur lequel on peut s'attarder plutôt que de parler du jeu en lui-même. Et du coup, pour moi, ces trucs qui sont en général des points positifs, en fait ça devient des points négatifs parce que c'est là pour un peu te détourner de la qualité réelle du jeu, et je déteste ça. Et pourtant le Roi des Ribauds ça me paraissait assez intéressant, avec une proposition un peu minimaliste dans l'idée, de très loin moi ça me faisait penser à Love Letter, avec son tour de jeu très simple, des petits bluffs, des petits pouvoirs, quelques personnages seulement. En fait on est très très loin de l'élégance du jeu de Seiji Kanai. Déjà il y a une possible mal-donne en fonction du nombre de reines qu'on peut avoir en main au début. C'est un truc qui nécessite quelques règles, et dans un jeu aussi petit, ces quelques règles là de Maldon, peut-être que ça peut mettre un peu la puce à l'oreille sur le fait que c'est pas un jeu très élégant. Et c'est un jeu auquel j'ai donné plusieurs chances, avec différentes personnes qui ont des styles de jeu assez différents. J'ai aussi essayé après avoir tenté en physique sur Board Game Arena, mais il y a aucune partie qui était bonne. J'ai toujours eu l'impression d'un jeu sans intérêt, très random, je sais pas si c'est le terme, mais je sais pas, il se passait des trucs et puis c'était fini, et puis voilà, et puis ok, bon bah c'est fini, t'as gagné ou j'ai gagné, on s'en fout. Parce qu'il y a du contrôle, je dis complètement random, c'est plus sur le résultat final, parce que l'aléa c'est juste du fait de certaines cartes qui vont être distribuées en début de partie, il y a quelques éléments de pioche, mais sinon on va prendre des informations, on va activer des pouvoirs, mais moi à la fin j'ai eu le sentiment que le fait de gagner ou perdre ça se résume à rien en fait, et que c'est très très rare de réussir à mettre en place une utilisation vraiment pertinente des pouvoirs à plusieurs tours près, et à chaque fois ça finissait comme ça sur un truc sans aucun climax de ah ben j'ai gagné, on disait bon bah ok t'as gagné et voilà, soit sans que la personne qui ait perdu n'ait fait d'erreur ou quoi, c'est juste que ben voilà, sans non plus que la personne qui a gagné ait un talent particulier,
Souvent ça se joue à un tour près, mais c'est même pas ce tour de différence parce qu'il y a un équilibre ou parce qu'il y a de la tension, c'est juste parce que le flux de jeu fait que, avec les pouvoirs, fait qu'on avance plus ou moins à la même vitesse et que, il y a peu de prise en fait sur le rythme, les possibilités de l'adversaire. J'ai aussi essayé quand même, parce que c'est un jeu qui peut s'y prêter, avec la même personne de jouer plusieurs parties, parce que je me suis dit, si ça se trouve, c'est un jeu qui va gagner dans une espèce de metagame qui va pouvoir émerger et de connaissance de cette personne joue plutôt la reine ou les rois. Et en fait non, c'est toujours pareil, on se base pas du tout sur les parties précédentes pour analyser ou jouer sur les comportements de l'adversaire, c'est toujours aussi peu intéressant, aussi peu tendu. Donc je pense quand même que c'est un jeu que j'ai préféré à celui dont je parlerai plus tard. Pas tellement dans l'exécution parce que j'ai vraiment trouvé les parties toutes vraiment nulles, plus dans la promesse et le genre de sentiment de jeu qu'il essaye d'amener, qui moi me parle le plus, mais il essaye de l'amener ce sentiment, mais malheureusement il n'y arrive jamais. Direction le Japon avec ce jeu de Taiki Shinjawa, c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé ici, qui a très très bonne réputation dans le genre, parce qu'il a fait quand même pas mal de jeux qui font figure un peu de classique. En général, moi, je l'ai déjà dit quand j'ai parlé de ces jeux, mais je trouve que c'est un auteur génial dans ses idées, mais qui est pas très bon dans l'exécution et dans le résultat final. Je trouve qu'il fait assez peu de bons jeux, finalement, même s'il a des twists et des idées absolument géniales. Alors on a parlé de pas mal de ces jeux chez Paul Gara, donc dans le podcast Le Point de Paul Gara, on a fait un épisode spécial jeu de pli, avec Iso Bretnik. On disait que c'est un peu le petit génie du twist, mais que moi je trouve que c'est un auteur en fait c'est un auteur que j'aime bien, que je trouve très très sympathique dans ce qu'il apporte, mais je pense que pour sortir ses jeux, il mériterait d'être un peu accompagné, alors que ce soit par un éditeur, par un co-auteur ou quoi, pour un peu affiner ses idées de base et pour... il y a une espèce de truc très brut dedans, mais qui manque un peu de polish, vous voyez, donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour l'accompagner pour faire un bon jeu à la fin. Et donc Shiu Dealer, il est sorti l'an dernier et c'est un peu de cette catégorie-là. Alors je précise ici que je parle quand même que de la phase A du jeu, parce que c'est un jeu qui a deux règles avec le même set de cartes. Il y a une phase B, et d'ailleurs c'est une idée trop cool, parce que phase A, phase B, peut-être que ça va parler à des gens qui ont vécu dans les années 90. Déjà le jeu, en termes de matériel, il se présente dans une boîte de cassettes audio, qui encore une fois, les gens qui ont vécu dans les années 90 connaissent sûrement ces cassettes-là. Et donc il y a cette phase A et cette phase B, et en général les B-sides, alors ça existait dans d'autres formats que les cassettes audio, évidemment, ça existe pour des morceaux qui sont un peu laissés de côté. C'est soit dans les B-sides on peut trouver des démos, on peut trouver des versions live, des trucs comme ça, ou bien des morceaux inédits mais qui sont plus expérimentaux, qui sont plutôt à découvrir après la phase la plus sage, ou qui sont peut-être plus des essais, des trucs comme ça, des morceaux non aboutis. Et a priori, c'est un peu le cas de Shiu Dealer, parce que moi j'ai vu une vidéo donc de Taylor de la phase B qui a l'air assez curieuse en effet, presque assez éloignée finalement de ce qu'on entend comme jeu de pli. Mais encore une fois, aucune idée de ce que vaut cette B-side, parce que je l'ai pas essayé, alors que parfois dans des albums ou quoi, je préfère les B-sides aux phases A, justement pour les idées qu'il peut y avoir. Peut-être que dans une future vidéo j'aurai l'occasion de m'y frotter et j'aurai l'occasion de vous en parler, mais restons donc sur la phase A, qui est très simple, c'est vraiment un jeu extrêmement épuré et extrêmement simple à aborder, mais comme toujours chez l'auteur, il y a évidemment ce petit truc qui va rendre le jeu curieux, qui donne envie de l'essayer. Alors déjà c'est un deck un peu particulier, pas forcément le plus facile à émuler, c'est des cartes qui vont de 1 à 36, mais en 6 couleurs, et chaque couleur n'a pas le même nombre de cartes, et en gros plus on monte dans les valeurs, et moins il y a de cartes, par exemple de 1 à 11 c'est la couleur grise, et la dernière couleur c'est de 30 à 36 c'est rouge. Et il faut suivre la couleur si possible, donc si je joue du gris, il faut jouer du gris, et en gros c'est la carte de plus haute valeur qui gagne le pli, il n'y a pas d'atout, mais si j'ai pas la couleur je peux jouer ce que je veux, donc si j'ai pas de gris je peux jouer mon 36 rouge si j'ai envie, et c'est le 36 rouge qui gagnera parce que comme dit c'est la valeur la plus haute qui va gagner quelle que soit sa couleur. Et du coup quand on gagne un pli, on va prendre dans chaque couleur qui a été jouée dans le pli la carte de plus petite valeur qui va nous permettre de scorer à la fin. Parce qu'on va la mettre sur, en fait, on va avoir devant nous une pile pour chaque couleur, et à chaque pli, on va prendre la carte de plus petite valeur qu'on va mettre au-dessus. Par exemple, si j'avais, je sais pas, le 8 gris, et que plus tard on joue un pli et je récupère du gris et c'est le 2, je vais poser le 2 sur mon 8. Mais si plus tard, je fais un pli où la carte la plus petite gris c'est 9, et je le repose sur mon 2. Et tout ça, c'est des points. C'est à chaque pli vraiment qu'on récupère la carte de plus petite valeur. C'est pas dans la pile devant nous, on mettra au-dessus la carte de plus petite valeur. C'est un peu différent. Je sais pas si c'est clair, je pense qu'avec les visuels ça l'est plus. Et donc pour chacune des couleurs, à la fin, on va utiliser la dernière carte qui a été posée sur la pile, et le nombre de points, c'est pas juste la valeur de la carte, c'est la valeur de l'unité. Donc pour 36, ce sera 6. Ok, et le score maximum c'est 9 finalement pour chaque couleur. Les cartes rouges c'est bien, mais elles vont que jusqu'à 6 points, alors que les cartes grises elles vont jusqu'à 9 points. Vous comprenez un peu l'idée. C'est une idée un peu rigolote, on sent un peu les dynamiques qui peuvent se créer, les enjeux de gagner tel ou tel pli, parce que là cette valeur est intéressante. Le risque aussi de gagner des plis et de poser sur sa pile une carte qui va nous faire en fait perdre des points, parce qu'on va poser sur la pile une carte qui rapporte moins que la précédente. Évidemment vous voyez l'intérêt d'avoir des coupes,
puisque si quelqu'un joue le 9 gris et que moi j'ai pas de gris, je peux jouer un truc plus haut et donc récupérer le 9 gris pour voilà, si c'est la seule carte grise. Il y a plein de petits trucs, mais la sauce elle a pas pris du tout. Et alors je sais pas trop pourquoi. J'ai fait plusieurs parties et à chaque fois il y avait un peu un coup dans l'eau, et j'arrive pas trop à savoir si c'est du fait de la répartition des cartes, du scoring. Souvent c'est un élément assez faible chez Shinzawa, je trouve, le scoring. J'ai l'impression qu'il travaille pas trop dessus et qu'il se dit il faut un truc pour marquer des points, allons-y. Même si là on n'est pas dans du pari ou quoi, comme c'est souvent le cas chez lui. Ou bien c'est peut-être juste tout simplement la dynamique globale qui marche pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que dans la plupart des plis, il y a des petits calculs ici et là, mais en même temps il n'y a pas vraiment d'enjeu non plus, et je sais pas, c'est un peu aussi automatique, et je trouve que le twist finalement donne pas trop de saveur à la phase où on joue des cartes. En plus c'est des cartes qui sont toutes distribuées, et du coup on peut assez facilement tout compter avec des cartes de 1 à 36. Il y a bien des taquineries ici et là où on va poser des cartes qui vont faire perdre des points à X ou Y personnes. Mais ces taquineries là, ce côté autour de la table, ça soulève jamais vraiment des émotions, comme par exemple peut le faire un Schadenfreude. Il y a aussi un système, un scoring de Shoot the Moon, vous savez, si on fait en gros aucun point, on va marquer 15 points. Enfin, si on fait aucun point. Si on n'a aucune carte ou qu'on fait 0 points, donc qu'on a que des 0 sur toutes sur nos piles, ça va nous faire 15 points. Pourquoi pas ? Moi j'aime bien les Shoot the Moon, mais là je trouve que c'est pas forcément ultra pertinent, parce que dans les faits, c'est facile de forcer quelqu'un à prendre 1 ou 2 points, donc c'est facile à contrer, et c'est pas une dynamique très intéressante à viser, et d'autant que une main qui se déroule bien, on va facilement pouvoir dépasser les 15 points en fait. Donc je trouve que les Shoot the Moon sont intéressants si vraiment ça permet de viser des scores assez hauts, et qui sont difficiles à atteindre autrement. Donc bon voilà, dommage, j'ai quand même un peu de mal à pointer du doigt ce qui ne marche pas, mais voilà, on a fait 2 parties, c'était en virtuel également, alors peut-être que sur une table, la sauce prendra plus justement par les interactions qui peuvent naître autour d'une même table, mais je vous avoue que ça a emballé personne autour de la table. Si jamais vraiment IRL c'est beaucoup mieux, si j'arrive à y jouer, à trouver un moyen de l'émuler, j'y reviendrai dans un hebdo jeu de société pour vous dire qu'en fait c'est super autour d'une même table, mais bon, j'y crois pas trop, mais peut-être que la B-side pour le coup est plus intéressante, comme je l'ai dit plus tôt, si jamais j'y joue, je vous ferai sans doute un retour dessus. Encore du jeu de pli et encore une déception avec Stonks. Donc là c'est un jeu que j'ai joué uniquement virtuel et sur BGA puisqu'il est sur Board Game Arena. L'idée elle est toute simple, c'est la rencontre entre un jeu de pli et un jeu de spéculation, vous savez, de stock holding, de prise de part d'actions dans des entreprises. Alors c'est vraiment pas le seul à le faire, hein. Je vous avais déjà parlé de Trick of the Rails il y a quelques mois, il y a aussi Trick and Trade qui existe, il y en a sans doute d'autres. Mais alors pour lui Stonks, ce qu'il a c'est d'être vraiment le jeu sans doute le plus simple dans cette rencontre entre les deux genres, et justement ça peut être une porte d'entrée pour voir comment ces deux genres peuvent plaire ou non, peuvent se marier, et si ce mariage peut ou non plaire en termes de sentiments de jeu, parce qu'en termes de pli c'est vraiment très très basique, c'est vraiment on doit suivre à la couleur, il y a quand même un petit atout qui peut changer en cours de manche selon les fluctuations du marché, en gros c'est toujours le marché, l'entreprise, la couleur qui est la plus faible en termes de marché, qui est l'atout. En cas d'égalité, c'est la plus à gauche, au niveau des cartes. Mais je vous avoue que de ce côté-là, du côté du changement de l'atout et de comment jouer sur quelle couleur est l'atout, sur les parties que j'ai faites, c'était rarement assez spectaculaire, quoi. Enfin, il y a un côté un peu anodin là-dedans, alors que c'est une mécanique qui pourtant peut changer un peu des dynamiques en cours de main. Là, bon, bof. Donc voilà, côté pli très très basique, et côté fonctionnement du marché, pareil. C'est-à-dire que la personne qui va gagner un pli va récupérer une des cartes jouées dans le pli, ou bien une carte de la pioche qui est révélée en début de manche, pour rajouter un peu de choix. Bon, pas sûr que c'est très utile de révéler cette carte, mais bon, pourquoi pas. Et donc l'idée, c'est je récupère des cartes au cours de la partie, etc., de différentes couleurs si je gagne des plis, et en gros, les cartes, c'est des parts dans les entreprises de ces couleurs-là. Et donc à la fin de la manche, on gagne pour chaque entreprise sa valeur fois le nombre de cartes qu'on a récupérées. Donc si j'ai des rouges, si j'ai récupéré 3 cartes rouges dans la manche, et que la valeur rouge, je sais plus quelles sont les valeurs, mais c'est à 3, ça me fera 9 points. On fait ça pour toutes les couleurs, voilà, et ça fait des points, et l'idée c'est d'avoir le plus de points évidemment, et donc d'essayer de faire fluctuer le marché pour valoriser les couleurs qu'on a en plus grand nombre, ou bien de prendre des couleurs quand on gagne les plis qui sont déjà des entreprises qui ont une haute valeur. Voilà, c'est un peu ça, et en gros vous ajoutez aussi à ça que les cartes les plus faibles dans chaque couleur, donc les de plus petites valeurs, c'est celles qui vont permettre de faire bouger le cours des entreprises, donc de les faire monter ou descendre. Et il y a aussi une carte spéciale qui est spéculation, qui est vraiment pas passionnante, et vous avez le jeu. Donc l'idée de base, de rencontrer ces deux genres par une voie très très accessible, pourquoi pas, mais je vous avoue que moi le jeu m'a complètement laissé de côté, quelle que soit la configuration, parce que franchement, très très peu d'emprise sur le jeu, très très peu de contrôle, très très peu d'enjeux, je trouve que
contrairement à d'autres jeux du genre, bah, si on a une mauvaise main en fait, bah, c'est pas compensé, c'est d'ailleurs qu'on peut vraiment avoir des mains pourries et régulièrement, et bah, les petites cartes en fait, certes elles peuvent influencer le marché, mais sauf que pour marquer des points faut quand même gagner des plis quoi, et du coup bah si tu récupères pas de cartes parce que t'as une main pourrie, ben tu marqueras de toute façon pas de points quand bien même t'as fait bouger le marché pour que les autres en marquent un peu moins, et ouais j'ai vraiment eu un goût de trop peu, de jeu un peu automatique, et il n'y a aucun des genres abordés dedans qui brille vraiment, et en plus, je l'ai dit, il y a cette carte spéculation un peu spéciale, et honnêtement, vu la simplicité du jeu, cette carte-là, on l'utilisait jamais, en gros, tu peux l'utiliser, je crois, comme bonus dans une des couleurs, ou bien je crois que tu l'utilises pour, je sais même plus vous dire, mais en gros, ça permet de décider que c'est pas de la couleur peut-être qui va être jouée, je sais plus, et franchement en fait les règles sont ultra compliquées par rapport au reste de la proposition, c'est un peu comme un cheveu sur la soupe, et d'autant plus que cette complexité, parfois rajouter un élément un peu complexe et tout, ça peut donner justement tout le sel au jeu, là ben c'est pas le cas non plus, donc voilà, un peu déçu de Stonks, l'idée de base pourquoi pas, de faire se marier ça de manière très simple, la réalisation est un peu décevante. Et on termine cette partie des déceptions avec un jeu dont je mentionnais l'existence un peu plus tôt, c'est le deuxième des microgames de chez Matago, c'est toujours Erwan Ricord qui est l'auteur, donc l'auteur du Roi des Ribauds, et comme dans le Roi des Ribauds, on est uniquement dans un jeu à deux, et là encore ce n'est pas une traduction de chez Button Child, mais une création originale. Et donc si le Roi des Ribauds lui se basait sur une œuvre externe au jeu de société, hein, c'était une adaptation de BD, ici le jeu ben, c'est en fait dans une gamme qui existe dans le jeu de société, qui est Western Legends, qui est un jeu qui est proposé dans sa VF par Matago. Alors je l'ai pas essayé, il a plutôt bonne réputation, mais voilà. Et donc le Roi des Ribauds, moi il m'a déçu un peu par rapport à la promesse, vous savez, il semblait dégager un truc un peu minimaliste et tout, qui m'intriguait, mais j'avais trouvé ça assez nul. Mais ici, je crois que j'ai trouvé l'ensemble encore plus fade. On est dans un jeu où chacun on va posséder le même deck avec des cartes qui vont de 1 à 7, certains étant plusieurs exemplaires, les 1. On va sans doute pas les piocher dans le même ordre, hein, comme dans un deck building ou quoi, on va piocher on a le même deck de départ, mais on n'a pas la même main de départ en général. Et en gros, on va essayer de remplir des contrats de 3 lieux en posant tes cartes. En gros, chaque lieu va avoir ses petits objectifs, ses petites contraintes, sa petite demande. Et en gros, si on remplit la demande du lieu à notre tour, et ben on va récupérer toutes les cartes qui étaient posées dans ce lieu, et on va marquer des points, un point par carte je crois, il faut essayer d'avoir plus de cartes que son adversaire dans la partie. Ça m'a un peu fait penser moi à Unrest, dont je vous ai parlé en janvier, parce que comme Unrest aussi, dans chaque partie, on va prendre 3 lieux parmi plus, alors dans Unrest c'était pas les lieux qui étaient différents, c'était la manière de les remporter, mais là en fait c'est commun puisque les lieux sont accolés à la manière de remplir un peu leurs contraintes, sachant que donc on va en prendre 3, il y en a plus, hein, donc voilà, la fameuse variabilité de début de partie existe, un peu comme les contraintes des Royaumes Sauvages, un peu aussi comme les contrats d'Unrest, voilà, c'est pas des choses très originales, hein, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est encore une fois des propositions assez minimales, ces micro-games, donc bon, pourquoi pas, plutôt que de faire des trucs ultra tarabiscotés, garder des trucs assez évidents. Et donc, derrière, au-delà de la valeur de nos cartes, vous savez, de nos cartes de notre deck, et ben en fait les cartes ont aussi des pouvoirs. Et je pense que du coup c'est un truc que aime bien Erwan Ricord, c'est les cartes à pouvoir, parce que dans le Roi des Ribauds, il y avait aussi des pouvoirs. Les pouvoirs étaient au cœur du jeu, et là aussi c'est un peu le cas. Donc j'ai l'impression qu'il aime bien les cartes à pouvoir, moi aussi, j'aime juste pas la manière dont il utilise dans ses jeux. Le truc c'est que ben, le système de jeu de Western Legends, le rythme, les fameux pouvoirs, il y a rien qui est très intéressant, et du coup ben, quand un jeu se base dessus, ben, c'est un peu dommage qu'il y ait rien qui sorte du lot, parce qu'un peu comme dans le Roi des Ribauds, il y a aussi un peu ce sentiment de jouer dans le vide, de pas avoir vraiment de tension, alors que c'est un jeu à deux, il y a ces objectifs vers lesquels on se dirige de manière un peu évidente, il n'y a pas vraiment de bluff, il n'y a pas vraiment de rupture de rythme pour casser un peu le côté très monotone de l'ensemble. À la fin, franchement, les scores sont très serrés, et on a l'impression que là où l'autre aurait pu gagner de manière un peu aléatoire, et sans qu'il y ait vraiment d'enjeu là-dedans, et je trouve que la palme ça revient à cette carte 7, donc qui est la valeur la plus haute, que je trouve nulle au niveau du pouvoir, enfin c'est absolument inintéressant. Et il y a aussi ce problème que c'est fréquent chez Matago, mais que même dans des jeux aussi réduits en termes de propositions et de règles, il y a des problèmes d'édition. La présentation des règles n'est pas agréable, parfois ça manque un peu de clarté. Par exemple, il y a cette carte là, la réputation. C'est une carte qui permet, je crois, de déterminer la personne qui commence, et également ça permet aussi de déterminer en cas d'égalité qui gagne, et également en cours de partie elle permet de passer. Pourquoi pas en termes de tempo. Et si j'utilise ma carte réputation, je la passe à mon adversaire, pour qu'il puisse en bénéficier plus tard.
Alors pourquoi pas, hein, dans l'idée, y a d'autres jeux qui font ça. Mais alors, sauf erreur de ma part, y a rien qui dit, vous pouvez pas faire cet échange à l'infini. Donc ça veut dire qu'on passe la carte réputation, je peux peut-être la passer tout de suite au tour d'après, et on pourrait faire ça à l'infini. Alors on n'est pas idiot, hein, on va pas le faire, parce qu'à un moment il faut avancer. Mais je crois que le jeu le permet, quoi. À moins que la formulation, si je la passe, l'adversaire peut l'utiliser plus tard, ça suppose pas au tour suivant. Mais dans ce cas-là, la formulation elle est pas adaptée. Bref, là aussi, un peu comme dans le Roi des Ribauds, du coup... vous savez, dans le Roi des Ribauds, j'ai parlé du fait qu'il pouvait y avoir une maldonne. Là, Western Legends Showdown, il se permet de donner une possibilité de mulligan pour refaire sa main de départ. Donc si ton jeu aussi réduit que ça donne envie de faire ça, et ça laisse pas une main de départ assez souple, c'est peut-être qu'il y a un souci. Je trouve que... Et du côté des pouvoirs, il y a la carte 2, elle permet de rejouer une carte. Mais alors, comme on est toujours dans notre tour, est-ce que ça suppose qu'on doit rejouer au même endroit ou bien... ce serait un nouveau tour, et du coup, on pourrait le jouer sur un autre lieu. Je sais pas. Parce que du coup, en fait, l'idée de tour précède, entre guillemets, je crois, la pose de carte. Donc enfin, il y a un manque de clarté qui est fou. Pareil pour les deux cartes Wallop, est-ce qu'on les joue au même endroit, ou est-ce qu'on peut les répartir? Et il y a un truc assez fou au niveau édito. Pas au niveau de l'explication de la règle. C'est la carte 3 qui est donc Bulletproof. Pour le coup, son pouvoir est très compréhensible. C'est en gros, on peut pas, l'adversaire pourra pas poser une carte dessus. Sauf pouvoir spécial, mais voilà. Et donc moi je vois les rouges, et sur ma carte Bulletproof, je vois une croix noire. Et l'idée, c'est assez clair, hein, on peut poser dessus qu'une carte rouge. C'est normal puisqu'il y a une croix noire. Mais voilà, la carte 3 noire, sa croix elle est noire aussi. Alors que, en termes de clarté, pourquoi vous avez pas mis une croix rouge qui montrerait l'interdiction de placer une carte rouge dessus? Je ne comprends pas. c'est vraiment incroyable. Donc bon voilà, au-delà des sensations provoquées par le jeu, que je trouve vraiment très très ennuyeux, il y a des petits soucis d'édition qui sont trop communs chez Matago, trop communs dans cette gamme, et tout ça, ça vient un peu enfoncer le clou pour un des jeux de la gamme micro que je trouve raté, une fois de plus. D'autant qu'en plus, en général, les jeux à deux, c'est ceux qui ont ma faveur dans cette collection. On le verra le mois prochain, il y en a un autre qui est sorti et que je trouve vraiment très bon. J'avais parlé d'Antinomique, je trouve très bien. Expédition dans la Vallée de la Mort, je vous en ai jamais parlé parce que j'y ai pas assez joué, mais je le trouve plutôt cool aussi. Là, j'avoue que vu que les deux jeux à deux, là, le Roi des Ribauds et celui-là, c'est du même auteur, je vous avoue que Erwan Record, je suis pas très curieux des autres propositions qu'il pourrait faire. Je trouve que c'est un auteur enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu assez de travail sur les jeux pour dégrossir le truc, pour donner des trucs qui sont un peu avec un peu de tension et tout. Je sens qu'il y a une envie derrière. Je parlais des cartes à pouvoir et tout, qu'il y a une envie de faire quelque chose, mais je trouve que c'est très mal exécuté. Finalement, peut-être que, alors tous les button shy sont pas bons, mais peut-être que juste les traductions, ce serait pas une mauvaise idée, quoi. Voilà pour ce qui était des déceptions relativement nombreuses et avec des degrés variables. On va pouvoir passer aux choses qui m'ont un peu plus plu, là aussi dans des nuances variables. Et voilà, il y aura pas de top, je vous l'ai dit, donc c'est la dernière partie, il y a un peu moins de choses qui m'ont plu que ce qui m'a déplu, mais ne boudons pas notre plaisir et allons-y. Du plastique, de la grosse licence qui tâche, et du jeu coop assez old school, c'est parti donc pour Marvel United. Alors je vais parler de la gamme, je possède quelques boîtes, mais je ferai pas, sauf gros bouleversements par certaines boîtes, je ferai sans doute pas d'opinion pour chacune des boîtes dans ce format-là, je vais plutôt parler du système global et de ce qu'apporte le fait qu'il y ait autant de boîtes que ça. Marvel et moi d'abord, Marvel dans sa globalité, que ce soit les comics et puis l'univers cinématographique, c'est pas forcément une grande histoire d'amour. J'aime bien certains des arcs, j'ai récemment découvert l'arc du Phénix Noir là, de X-Men qui est incroyable, merveilleux, mais voilà, j'ai pas un amour particulier, j'ai pas non plus de affect nostalgique ou quoi vis-à-vis de mon enfance ou quoi que ce soit. La plupart des films Marvel, je les trouve, disons, de mauvais à quelconque. Il y a quelques percées au-dessus du lot, j'aime beaucoup Infinity War par exemple, mais j'ai pas vraiment d'affect particulier pour la licence. Du côté des jeux, Marvel Snap, je trouve que c'est un système incroyable, je trouve que c'est fou, et je trouve aussi que au-delà du système, il y a vraiment des illustrations proposées qui sont absolument merveilleuses, même si moi j'ai laissé de côté un peu Marvel Snap, j'ai un pote qui joue beaucoup, Jérémy, que je cite souvent ici, et qui me montre souvent les illus, et je trouve ça trop cool. Là, côté visuel, justement, on est face à un aspect un peu chibi qui m'attirait pas trop avec ses grosses têtes et tout, même si du côté des figurines, puisque c'est un jeu avec des figurines, même si elles pourraient être remplacées par à peu près n'importe quoi, je trouve qu'elles sont très chouettes au niveau de la mise en scène, leur composition, tout ça c'est plutôt chouette. Du coup, par curiosité, j'ai pris la boîte de base d'occasion, avant de commencer un peu en solo, même si j'avais entendu des mises en garde face au mode officiel solo,
qui effectivement je trouve qu'il est un peu nul parce qu'il est très peu contrôlable. En gros, il est tout à fait possible de perdre au tour 1 sans pouvoir rien y faire. Donc voilà, si vous voulez jouer uniquement en solo, suivez les conseils des gens, mélangez pas les decks parce que de base le mode solo officiel c'est en gros tu prends 3 héros ou héroïnes, tu mélanges leur deck et voilà, et tu pioches un peu plus de cartes que quand tu joues à plusieurs. Faites pas ça, faites plutôt comme si vous étiez 3 personnes avec chacune leur deck. Il y a aussi un autre mode asymétrique je crois où quelqu'un peut incarner le grand méchant, je l'ai pas essayé. Du côté des retours j'ai pas vu des choses comme quoi c'était incroyable ou quoi, donc voilà. Mais sinon dans ce qui est du système de jeu je le trouve bien ficelé, on est vraiment face à des sentiments assez classiques, hein, des coops du genre où on a plein de trucs à gérer, à affronter, en même temps en parallèle on essaye d'aller un peu au but, donc on doit faire face à plein de menaces et en même temps essayer de progresser. Donc notre but en l'occurrence c'est la victoire, c'est en battant le grand vilain, donc voilà, qui va dépendre en fait des boîtes et de notre choix de mise en place. Et donc le principe de base de cette création d'intrigue, comme il l'appelle, c'est assez simple, mais ça rentre bien dans l'idée de la coopération. En gros, on va jouer des cartes qu'on va piocher et tout, et on va pouvoir appliquer les effets de nos cartes, mais aussi de la carte précédemment jouée par un ou une partenaire, ce qui permet en fait au niveau de la concertation de créer des petites discussions sur ah ben là c'est tu joues ci ou ça, puisque les actions ça va être se déplacer, ça va être taper, ça va être résoudre certains objectifs. On va essayer d'optimiser un peu certains coups et de s'appuyer sur les actions de nos partenaires, et ça donne vraiment ce sentiment d'équipe qui anime les personnages. Alors la réalité elle est un peu moins rose du côté des comics, puisqu'il y a plein de grands égos qui se tirent la bourre et qui arrivent pas à se mettre d'accord, mais il y a quand même ce côté team-up qu'on retrouve par exemple dans les Avengers ou quoi, et qui se ressent bien au niveau des discussions autour de la table. Alors au-delà de cette idée qui est un peu la fondation du jeu, il y a ces objectifs à remplir, il y en a 3 en général qui permettent de donner un rythme à la partie, puisque selon les objectifs le nombre d'objectifs qu'on arrive à faire, d'abord ça va accélérer les actions de notre adversaire. Ensuite, on va enfin avoir le droit de lui taper dessus directement et pas de cogner que sur ses sbires ou de limiter les dégâts. Et enfin, il y a un dernier objectif qu'on n'est pas obligé de remplir, mais qui va nous permettre notamment de piocher, donc nous apporter un peu plus de flexibilité, de répit. Voilà, c'est des choses que j'aime bien en termes de rythme. Il y a ce sentiment d'adversité à plusieurs niveaux. Il y a l'aléa du tirage qui fait qu'on peut pas optimiser et tout calculer. Il y a des effets, les fameux effets BAM qui parfois peuvent faire très très mal s'ils tombent au mauvais moment. Et donc il y a ce côté très très opportuniste d'essayer de toujours faire au mieux face à une situation, sans être face à un puzzle où il y aurait une solution meilleure que les autres. C'est vraiment, ben là on a ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est le plus pertinent. Et évidemment le jeu vaut, je l'ai dit, il y a plein de boîtes, mais par la multiplicité un peu des situations de jeu, déjà rien qu'avec une boîte, on n'est pas obligé d'avoir toutes les boîtes pour multiplier tout ça. Il y a évidemment les personnages qu'on va pouvoir modifier, enfin on va pouvoir jouer différents personnages, alors tous et toutes, ils ont une base très commune, avec des actions, etc. Mais chacun des decks, il y a quand même un deck plutôt orienté vers telle ou telle dynamique, vers, je sais pas, la concertation, l'espèce de répartition de jetons entre d'autres joueurs ou joueuses, ce genre de trucs. Ces dynamiques-là, elles peuvent être mises en place par la répartition des icônes, donc des différentes actions possibles, ou par les effets spéciaux. Il y a plusieurs cartes où il y a des effets spéciaux qu'on est les seuls à pouvoir utiliser, donc je peux pas utiliser les effets spéciaux des cartes jouées avant, mais par contre, c'est des effets spéciaux assez intéressants au niveau de la personnalisation et de la caractérisation des personnages. Côté multiplicité des possibilités, il y a aussi les différents adversaires qui vont venir avec des mécaniques et surtout des dynamiques qui sont bien spécifiques. Du coup on va pas pouvoir appliquer tout le temps la même recette quand bien même on jouera avec les mêmes personnages. Il y a cette base commune, mais il y a quand même vraiment des dynamiques différentes, et qui pour aller avec ça il y a les lieux qui là aussi vont venir tirer aléatoirement et qui vont s'augmenter avec les boîtes, etc. Qui eux vont aussi un peu changer les choses, que ce soit dans l'ordre de leur placement, mais surtout ils ont aussi des petits effets. Si on arrive à résoudre la menace qui est dessus, on va pouvoir appliquer leurs effets en fin de tour si on est dessus, et voilà, évidemment c'est des effets différents, donc ça va être des opportunités différentes selon la partie, selon les personnages, etc. etc. Et il y a aussi évidemment la répartition des civils et des malfrats qui font partie des objectifs, donc secourir les civils ou taper les malfrats, selon la répartition, etc. Ça va aussi un peu modifier tout ça. Alors évidemment, vous vous en doutez, cette débauche de possibilités, ça s'accompagne d'un modèle économique ma foi pas très étonnant du côté de Simone, qui est ici associé à Spin Master. Il y a des boîtes qui peuvent servir de base, donc je crois qu'il y en a 3 maintenant en français. Il y a la boîte Marvel United, il y a la boîte X-Men, et puis je crois qu'il y a récemment qui est sorti Spider-Geddon, qui peuvent servir de boîte de base. Et il faudrait des boîtes de base pour jouer. Et derrière, il y a plein de petites boîtes plus petites, un peu moins chères, avec quelques personnages, en général un super vilain, quelques lieux, et puis 3-4 personnages qui sont évidemment thématisés. Vous avez Black Panther, vous avez les Gardiens de la Galaxie, vous avez différentes équipes de X-Men, bref. Et de là, vous pouvez associer tout ça un peu comme vous voulez, mélanger les différentes boîtes. Et évidemment, ça apporte de nouvelles possibilités, mais
Évidemment aussi, difficile de pas y voir un piège à pigeons pour un peu surfer sur le modèle en aspirant les sous des fanboys et fangirls. D'ailleurs, bon voilà, comme si ça se visait pas, Marvel, ce sera pas le seul univers traité par ce système. Récemment, il y a eu une version DC qui a été annoncée, qui reprend, je pense, le même modèle, le même système, sauf qu'il y aura les personnages DC. Donc, à vous de voir, hein, si le jeu et la diversité des possibilités en vaut le prix. En tout cas, je comparerais un peu ça à Marvel Champions, qui là aussi apporte plein de trucs et tout, mais est un modèle économique questionnable. Ça peut aussi se comparer un peu à Unmatched ou Dice Throne, même si Unmatched chez Dice Throne, chaque boîte peut être jouée de base, on n'est pas obligé d'avoir une boîte de base comme c'est le cas dans Marvel United. Alors côté plaisir, je trouve que l'ensemble manque un peu d'enjeu ici et là, pas tellement dans la difficulté qui peut vraiment être au rendez-vous avec souvent des victoires ou des défaites qui vont se jouer à peu de choses et une espèce de tension qui va monter, mais plus dans le fait que parfois ce peu de choses, ça semble pas forcément relever d'un choix qu'on aurait pu mieux faire, plus d'un tirage de cartes, du tirage de cartes des adversaires ou d'une autre. Voilà, on peut avoir parfois subir des effets sans avoir trop de prise dessus et que ça soit très punitif, même s'il y a certains personnages évidemment qui permettent un peu plus de prise sur tout ça. On prend du temps, on se met d'accord, on fait des choix, mais il n'y a pas vraiment d'aspect trop stratégique à tout ça, on est plus dans de la tactique à court terme et de l'opportunisme, sans avoir forcément l'impression que ça pèsera sur le résultat final. Il y a des limites un peu frustrantes, du coup moi je trouve que ça limite un peu aussi l'implication qu'on peut mettre dans la partie, mais je trouve l'ensemble plutôt agréable et surtout en fait ce qui fait que je trouve que c'est pas mal, c'est que Marvel United, je trouve qu'il a une très bonne gestion globale de sa proposition. Il y a cette cohérence entre les visuels, le public potentiel, c'est un jeu assez familial que tu peux jouer avec des gamins de l'école élémentaire quoi, et c'est cohérent aussi surtout avec le système de jeu, la durée de la partie, il y a une espèce de rencontre entre tout ça qui se fait bien, avec en plus le petit plaisir de se créer sa propre narration. Alors il y a cette idée d'intrigue que eux ils essayent de mettre en avant où tu mets les cartes les unes après les autres et ça te fait une espèce de narration et de BD des choses qui se sont passées. Bon, ça je vous avoue que moi ça marche pas trop sur moi. Par contre, la narration que moi je crée en formant des équipes auxquelles on peut conférer de la personnalité, ça marche plus sur moi que vraiment la succession des cartes. Donc c'est vraiment pas un incontournable. Je sais qu'il y a certains anglophones qui mettent à un niveau incroyable. C'est pas mon cas. Moi je m'en lasserai sans doute un moment ou un autre. Bon, c'est pas un jeu, un coop mémorable. Il partira sur moi à la revente après un certain temps, mais pour le moment je continue d'y prendre du plaisir et d'expérimenter un peu à gauche à droite. J'ai pris quelques petites boîtes aussi. Bon, alors voilà, vu l'investissement potentiel que vous, au niveau financier, si vous voulez un peu explorer la variété des possibilités, essayez quand même en amont pour voir si le système vous plaît. Moi c'est ce que j'avais fait, j'avais essayé sur Tabletop Simulator pour voir les bases du jeu. Vous jetez pas dans l'achat parce que vous risqueriez d'être déçu, donc essayez ça en amont, mais je vous conseille quand même de l'essayer. C'est sans doute lui le plus proche d'être un top ce mois-ci, et peut-être que ça aurait pu atterrir dans les tops après plus de parties si mon plaisir continue de grandir. Donc le principe il est immédiatement indiqué, mais dans le titre original pour le coup, qui était, avant que ce soit appelé Nirvana, c'était Roll Ride Daifugo. Donc il y a une première phase, c'est du roll and write, comme le dit Roll Ride, vraiment tout bête. On va lancer 3D et on va choisir une zone de couleur, et dans cette zone-là, qui comporte 3 cases, on va inscrire les 3 valeurs. Voilà, c'est tout. Allez, dans la partie 3 fois, on va pouvoir modifier une valeur de plus ou moins 1, sachant que ces modificateurs, on peut les utiliser soit sur différents tours, soit sur le même tour, sur le même dé, sur différents dés, bref, c'est assez souple de ce point de vue-là. En général, on le fait plutôt dans la deuxième partie de cette première phase. Et quand on a terminé le Run and Write, on a écrit dans toutes nos cases, on passe au Daifugo, qui est en fait un jeu traditionnel japonais, un jeu de défausse, lui aussi c'est vraiment assez accessible en termes de règles, c'est pas très compliqué, juste on va jouer soit des cartes simples, soit des cartes de même valeur, et pour monter, il faut jouer la même combinaison, donc si j'ai joué des cartes simples derrière, on peut jouer que des cartes simples, on n'a pas le droit de changer la combinaison, mais il faut mettre des valeurs supérieures. Donc voilà, et tout ça, l'idée c'est de, comme dans plein de jeux de défausse, de vider sa main avant les autres, mais ce qui marche très bien dans Nirvana, c'est la manière dont en fait le jeu va assembler ces deux phases extrêmement simples, voire même simplistes, pour donner un tout qui est beaucoup plus que la somme des deux parties. Parce que ce qu'on fait dans la partie Roll and Write, je vous ai pas dit à quoi servaient les petits numéros qu'on écrit sur notre feuille, en fait ce qu'on fait c'est qu'on construit sa main. Parce que l'organisation de la feuille fait qu'il y a des colonnes de chiffres, et une fois que chaque colonne est complétée, on va additionner les chiffres de cette colonne, qui sont en nombre variable, et ça va créer une carte qui est la somme de ces nombres. Donc par exemple si j'ai un 4, un 5 et un 2, ça fait une carte 11. Et toutes ces cartes, donc il y en a 14 à la base, c'est celle-ci qu'on va avoir après comme carte pour la phase de Daifugo. Alors c'est pas des cartes qu'on va avoir dans les mains parce que voilà, pour plein de raisons différentes, mais on va écrire entre guillemets dans des petits rectangles ces cartes-là, et on va jouer donc au Daifugo, à ce petit jeu de défausse dont j'ai parlé avant. Et du coup pendant la phase de Roll and Write, on va essayer d'optimiser un peu les placements pour essayer d'avoir plusieurs fois les mêmes valeurs, on va essayer d'utiliser les modificateurs les plus 1, moins 1 à bon escient, on va peut-être essayer de garder sous le pied quelques cartes uniques de haute valeur pour un moment ou un autre prendre la main à un moment pertinent.
Tout ça, c'est quelque chose d'assez simple, mais quand même assez fascinant. Et mine de rien, ça fait de Nirvana un jeu à cocher qui est assez interactif, parce que la première phase, elle est très dans son coin, on s'en fout un peu de ce que font les autres, et de toute façon on n'a aucun contrôle dessus, chacun coche avec les lancers de dés, mais c'est quand même là pour préparer un jeu de défausse qui par nature, il faut se défausser avant les autres, c'est un jeu de course, hein, le jeu de défausse c'est un moment collectif et directement interactif. Et donc il y a ce côté où je fais un jeu à cocher pour préparer un truc très interactif. Et il y a aussi cette idée qui est très très drôle, qui est de jouer donc aux cartes, mais sans cartes, avec juste des trucs qu'on a écrits sur sa feuille et qu'on barre petit à petit. Et du coup, pourquoi il n'y a pas les cartes physiquement ? Parce qu'en fait, le deck est pas défini, puisque ça va dépendre de ce qui est écrit sur notre feuille. Donc ça aussi, c'est très cool d'avoir ce deck qui peut être totalement différent et qu'on ne fait pas des distributions d'un truc fixe. Alors si tout ça, ça suffit pas, il y a un truc qui vient parachever l'ensemble, qui est une variante, mais que je vous conseille d'introduire très vite, c'est des cartes. Donc comme dit, c'est une version dite avancée, mais bon, deuxième partie ou troisième, vous pouvez y aller. En gros, on va tirer 2 cartes parmi tout un paquet, et ça va rajouter 2 règles dans la partie en cours, et ces règles-là, elles vont être actives soit pendant la phase de roll and ride, de lancer de dés et de cochage, soit pendant la phase de cartes, donc pendant la phase de défausse. Et alors, évidemment, avec toutes ces cartes, toutes sont pas du même intérêt, mais il y en a quand même plusieurs qui sont vraiment chouettes, qui sont vraiment bien trouvées, qui sont parfois assez amusantes. Alors, je vais pas vous les spoiler parce que c'est assez plaisant de les découvrir, mais il y en a une qui vous rajoute en main une carte de la valeur du mois en cours et une de la valeur du jour de la partie. Donc si on est, je sais pas, aujourd'hui, au jour où j'enregistre, nous sommes le 20 avril, ça me ferait une carte 20 et une carte 4 en plus dans ma main. Enfin, et pas que pour moi, pour tout le monde. Un autre exemple, il y a une autre carte qui dit que s'il y a un 4 qui est joué, pour la suite on peut jouer qu'avec des multiples de 4. Voilà, ça c'est plus dans la phase de défausse. Il y en a une autre qui permet la personne qui a le plus de cartes 1 à la fin de la phase roll and write de barrer 4 cartes de son choix. Donc bon, les cartes 1 normalement c'est pas ouf, mais du coup là ça permet de se défausser déjà de 4 cartes avant de passer à la phase de défausse. Donc plein de trucs comme ça, très cool. Donc Nirvana, c'est vraiment un jeu qui a un concept vraiment fort, qui va marier 2 jeux très simples, mais contrairement à Stonks dont je parlais dans mes déceptions, il le fait super bien. En fait, chacune des phases garde sa simplicité, mais il y a quand même, du coup, le mariage des deux, une saveur qui lui est vraiment propre. Ça aussi, c'est assez étonnant, que je trouve qu'on ne le trouve pas encore en France, parce que c'est vraiment une grosse évidence. Même si aujourd'hui les jeux à cocher ont peut-être un peu moins le vent en poupe, il y a ce côté ultra simple et ultra évident, et bon, il y a quand même encore beaucoup de jeux à cocher plus fades les uns que les autres qui trouvent le chemin des boutiques, donc je préférais que ce soit Nirvana qui le trouve. Ryan Laukat, c'est un auteur que je vois de très loin en fait, sans trop croiser son chemin. J'avais à l'époque essayé 8 minutes pour un empire, j'étais attiré par son idée, par son titre, et finalement l'exécution m'avait un peu laissé de côté, même si j'y ai rejoué récemment sur appli. Faudrait que j'y rejoue, parce qu'il a quand même son petit charme, même si j'arrive pas non plus à rentrer totalement dedans. Et la suite de sa production, de ma part, c'était un regard assez indifférent. Alors évidemment, il y a un truc que j'aime beaucoup chez lui, c'est que c'est son œuvre, il en est à la fois l'auteur, l'éditeur, l'illustrateur. Donc ça c'est une démarche que moi j'aime bien, mais je vous avoue que ni les idées des jeux, ni vraiment les visuels ne me rendent vraiment curieux, et notamment j'ai un peu peur de sa patte narrative, qu'il y a pas mal de jeux qui semblent comporter, je m'en méfie pas mal en termes d'écriture. J'avais essayé un début de Sleeping Gods, il y a eu un très bon écho, j'avais trouvé ça assez faible, que ce soit en termes d'écriture et en termes de système, notamment le système de combat que je trouvais nul, et même le système de placement d'ouvriers entre guillemets, de choix d'action, je le trouvais pas très intéressant, même s'il y avait quand même une promesse dans Sleeping Gods que je trouve assez cool, c'est l'espèce de promesse de bac à sable qui est assez rare dans les jeux de société, et qui là pour le coup avait vraiment cette promesse-là. Il y avait des bons éléments ici et là, mais l'ensemble m'avait pas trop plu. Et finalement, c'est donc Périple, Rome en anglais, que j'ai découvert sur Yucata et qui m'a pris dans ses filets le temps de quelques parties. Alors même que franchement, je pense que c'est pas du tout le jeu le plus représentatif de sa patte, de sa ludographie, notamment tout ce qui est plus récit. Écriture et tout, clairement c'est complètement absent du jeu, quand bien même je crois qu'il se situe quand même dans le même univers, mais bon, c'est vraiment un jeu très mécanique quoi, et où on pourrait mettre n'importe quel thème, on pourrait même retirer le thème, que ça reviendra au même, et bon, alors attention, hein, on n'est pas non plus devant le jeu du siècle, ça m'a pas abasourdi, c'est pas le meilleur jeu de cette partie là du tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont très classiques, très oubliables. D'ailleurs on parle de périple, mais on n'a pas du tout les sensations de vivre un quelconque voyage, là où les personnages de sa couverture ont l'impression, ça nous donne l'impression qu'ils en vivent un. Non, on est vraiment dans un jeu de placement. En gros, on va essayer de placer des points avec des majorités. J'en ai parlé dans les Royaumes Sauvages, la majorité c'est une mécanique que moi j'aime bien quand même en général. Et en plus, en se plaçant ici ou là, si on se pose sur ces emplacements, on va récupérer des petites pièces qui vont nous permettre soit de se placer de manière un peu plus souple, soit d'acheter des artefacts qui vont offrir des actions un peu spéciales. Mais là où Périple, moi, a su m'intriguer, c'est d'une part, il y a un système de cartes. Alors je l'ai dit, c'est des cartes qui rapportent des points, tout bêtement, mais surtout, au-delà de fait de gagner des points, elles vont alimenter notre main, en fait, on va les prendre dans notre main,
et ça va nous offrir des nouvelles possibilités de nous placer avec des configurations qui sont un peu plus intéressantes, un peu plus amusantes que celles de la main de départ. Donc évidemment, quand on va essayer de prendre la majorité sur une carte, ça va être pour ses points, mais aussi et surtout peut-être pour pouvoir utiliser sa configuration, placer plus de cubes d'un coup, placer des cubes de manière plus flexible, et tout ça, ça va se marier à un système de récupération de main un peu qui va rappeler la Havane ou Concordia. En gros, on va faire à notre tour, on peut faire une action de repos, soit quand on a vidé notre main, soit en l'anticipant en payant. Donc voilà, là c'est en utilisant aussi ces petites pièces là qui ont un autre usage, et du coup il y a toute une question de tempo dans ces jeux là que moi j'aime bien. En général, hein, la Havane et Concordia sont deux jeux que j'aime bien, et donc ouais, de savoir gérer quand est-ce que ça devient intéressant, peut-être d'anticiper un repos pour récupérer des cartes parce que là ça vaut le coup de la jouer. Et alors il y a autre chose, c'est sans doute un peu artificiel, mais c'est moi ce qui m'a le plus amusé dans le jeu en fait à sa découverte, c'est la notion de perspective, puisque l'idée c'est que chacun on est autour de la table et qu'on joue on est chacun sur un côté de la table et on va avoir le point de vue de ce côté-là. C'est-à-dire que les cartes que j'ai dans ma main, elles vont avoir une configuration. Avec la même carte, mon voisin de gauche ne pourra pas se poser de la même manière parce que lui il voit l'assemblage des cartes qui forme une espèce de plateau de son point de vue. Et du coup, quand on place les cartes, c'est selon notre point de vue. C'est pas un point de vue un peu omniscient qui serait décidé par une orientation de plateau, comme c'est le cas en fait la plupart du temps dans les jeux de société. Là, le bas pour nous, ça va être la droite pour notre voisin ou voisine de gauche par exemple. Et le haut, le bas pour nous, ça va être le haut pour la personne en face de nous si on joue à 3. Alors finalement, ça change pas grand chose. C'est un peu, je l'ai dit, artificiel, ça modifie pas en profondeur l'attrait de telle ou telle carte, parce que finalement on place les mêmes cubes et tout. Mais j'avoue que ça a suffi à me faire lever un petit sourcil, à me dire, tiens, il y a un point de vue. Cette histoire de point de vue, c'est quelque chose d'assez intriguant. C'est pas un moteur en termes de sentiment de jeu, mais il y a quand même quelque chose qui devrait être exploité ailleurs, qui pourrait être cool, et où du coup ce point de vue a modifié un peu la perception et la dynamique de jeu. Alors je crois que Périple a pas trop marché du côté francophone, j'en ai pas trop entendu parler avant de l'essayer, je vais pas me battre pour vous dire de vous y intéresser, c'est pas oh là là vous êtes passé à côté d'un truc, il a été oublié de manière très injuste et tout, non pas du tout, ça reste une proposition assez oubliable, assez oubliée, peu marquante, mais ouais, ça a eu le mérite de m'attraper, de m'intriguer un peu, et moi j'y rejouerais sans aucun problème si on me propose une partie. Je vous avoue que je pensais que je vous avais déjà parlé de Hey That's My Fish il y a quelques mois en fait après ma découverte sur Yucata, mais j'ai vérifié toutes mes anciennes vidéos, a priori c'est pas le cas. Alors, enfin j'en ai parlé dans un hebdo jeu de société mais pas dans ces vidéos de découverte. Bah tant mieux parce que du coup plus récemment j'ai eu l'occasion de jouer à sa version physique qui est plus récente, qui est chez Next Move je crois, qui est Pingouin, et du coup bah ça a conforté le plaisir que j'y avais pris à l'époque en ligne. Un point quand même sur les côtés matériels, alors il y a un plateau en plastique qui certes est en plastique mais en tout cas il est vachement pratique en fait pour ce qui est de la mise en place et de la manipulation pour récupérer les tuiles, donc plutôt un bon point, même si voilà on peut questionner tout ce plastique, mais en tout cas en termes de fluidité de jeu c'est assez cool. C'est du pur jeu abstrait, toutes les informations sont connues, c'est un jeu qui a une forte composante de blocage, alors c'est pas un jeu uniquement à deux, il y a un peu ce sentiment de jeu qu'on a, je sais pas si vous avez joué à ça à l'époque à Fall Guys, qui doit sûrement être beaucoup joué, hein, mais il y a une des dernières épreuves où il faut sauter d'hexagone en hexagone pour éviter de tomber, et c'est une espèce de battle royale où on essaye de tenir le plus longtemps. Il y a un peu ça dans Pingouin, ce qui date quand même de 2003, donc je pense pas que Fall Guys s'en soit directement inspiré, mais peut-être. Et donc dans ce jeu, on va surtout en fait essayer, le principe est tout simple, on déplace un de nos pingouins et on récupère le nombre de poissons, enfin on récupère la tuile de départ de ce pingouin là, ce qui fait que c'est un espace sur lequel on peut plus aller, c'est des points également, 1, 2 ou 3. Évidemment on va essayer d'avoir plus de points que les autres, mais surtout en créant ces trous, on va essayer de bloquer les autres et de se réserver en fait quelques zones pour pouvoir à un moment donné avoir cette zone qui est qu'à nous et petit à petit scorer dedans, quand bien même c'est pas forcément les poissons qui rapportent le plus, avoir cette espèce d'espace réservé un petit peu. Donc c'est un jeu où on va aussi essayer de bloquer les autres, on va essayer de les empêcher de rentrer dans notre zone, et il y a, je sais pas, moi j'ai ce sentiment un peu qu'on a dans certains wargames de en fait bloquer des lignes de ravitaillement. Il y a ce côté là où tu essayes d'isoler l'adversaire et aussi de t'isoler de lui, ce qui est peut-être un peu différent de ce que je parlais avec les wargames. Alors évidemment c'est un jeu qui fonctionne très bien à 2, mais moi je trouve qu'il est encore plus rigolo à 3 ou 4, parce que du coup il y a un peu plus d'imprévus, il y a des alliances de circonstances, on essaie de se pousser, on essaie de pousser les autres à embêter telle ou telle personne, on se dit bon bah ok vas-y on fait ça comme ça, la zone elle est à nous deux, c'est une espèce de pacte de non-agression qui évidemment ne tient que jusqu'à ce que quelqu'un rompe ce pacte. Il y a aussi évidemment plus d'opportunisme, un peu moins de contrôle, disons que ça me correspond un peu mieux en termes de jeu, ça éloigne aussi le côté très calculatoire qu'il y a dans beaucoup de jeux abstraits, et
Bah en fait les règles, je les ai dites, mais elles sont ultra limpides, elles sont super logiques, super simples. On retire une tuile, donc évidemment bah, on peut plus y passer. On arrive tout de suite à identifier en fait ce qui va être intéressant et on peut prendre des choix de manière assez évidente. Et je trouve qu'il y a un certain talent là-dedans, dans ce design, dans la manière dont les enjeux sont vachement identifiables par le matériel, par la façon dont on l'utilise, dont on le retire, et avec le sentiment que en fait juste installer le jeu, bah on arrive presque déjà à en comprendre les règles quoi. Alors évidemment, si c'est des personnes de niveaux différents, notamment qui maîtrisent différemment le contrôle de zone, il peut y avoir des situations très injustes, notamment bah, s'il y a une des personnes qui joue un peu entre guillemets n'importe comment, ou en tout cas pas de manière optimale, ou qui joue différemment en fait, mais je vous avoue que pour moi qui suis pas vraiment un client des jeux abstraits, bah, c'est un de ceux dont je préfère les dynamiques. Honnêtement c'est vraiment un classique je pense, dans mon anglophone en tout cas. Je sais pas si en France il est considéré comme tel, mais passez pas à côté si vous avez fait l'occasion de l'essayer, et ce que vous soyez fan de jeux abstraits ou non. Grosse surprise celui-ci sur Phosphorus Max avec ce titre incroyable. Moi je l'avais pris parce que voilà, il faut bien le reconnaître, mais c'est un thème incroyable avec ces dinos qui surfent dans ces couleurs là. On espère qu'ils écoutent les Beach Boys au passage. Et le petit bonus, c'est ces cartes joueurs ou joueuses en fait qui sont des planches de surf. Et si on est premier ou première à jouer, on a une grande figurine de dino qui d'un coup, elle a pas de surf hein, la figurine, mais si on la pose sur notre carte, ben, tout d'un coup, voilà, c'est un dino surfeur. C'est un détail totalement inutile, mais vous le savez, ce qui est inutile est indispensable, et je vous avoue que quand tu te rends compte, c'est un moment très rigolo. Mais voilà, bon, en termes de jeu, moi, j'en savais rien en fait. J'en attendais rien non plus, je l'avais vraiment pris parce que, pourquoi pas, j'en avais entendu parler ici et là, mais sans trop m'attarder sur les mécaniques. Je pensais qu'on serait face à un petit jeu de cartes un peu oubliable, comme ceux que j'ai évoqués dans la première partie. Les retours en plus que j'avais eu sur d'autres jeux de l'éditeur, c'est plus... ils ont des thèmes complètement loufoques et absurdes, mais bon, les jeux sont pas inoubliables quoi. Et du coup, finalement, c'est de là qu'est venue la surprise, puisque je trouve que c'est un jeu vraiment assez solide. En gros, l'idée, elle est toute simple, c'est à son tour, on pose une carte et on en pioche une. Ces cartes-là, elles ont des valeurs, des couleurs, et après un certain nombre de tours qui va dépendre du nombre de personnes autour de la table, on va regarder quelle est la meilleure combinaison possible en utilisant toutes les cartes autour de la table. Sachant que les cartes qu'on pose, hein, on les pose devant soi, on les pose pas au milieu ou quoi, mais à la fin, on regarde un peu les cartes, on se dit ah bah la meilleure combinaison c'est ça, et chaque personne qui a joué une ou plusieurs cartes qui participent à cette combinaison, on va pouvoir les scorer. L'idée, la manière dont j'ai envie de présenter ça, c'est faut avoir l'idée qu'on essaye de faire une main de poker un peu collective, et on essaye de participer à cette main de poker collective, et si possible on essaye d'y participer plus que les autres pour marquer plus de points. Parce que les combinaisons, c'est des combinaisons assez classiques, hein, que ce soit dans les jeux d'escalade ou de poker, hein, évidemment. Va y avoir d'abord la plus haute carte, qui est la combinaison la plus faible, ça va être des combinaisons de même valeur, ça va être des combinaisons de même couleur, ça peut être des suites, des quintes flush, ce genre de trucs, et mine de rien... il y a quand même beaucoup de choses qui apparaissent dans la partie, on discute, il y a évidemment beaucoup de hasard du fait de la pioche et du nombre de cartes limitées qu'on a en main, il y a de l'opportunisme, on va se tirer dans les pattes, mais en même temps, il y a quand même de l'espace pour nos choix quoi. Parce que il y a évidemment l'idée de base, c'est d'essayer de participer à la combinaison gagnante, mais parfois on a plutôt intérêt à faire en sorte qu'il n'y ait pas de combinaison gagnante ou que telle personne n'en fasse pas partie, parce que s'il y a plusieurs combinaisons à égalité, par exemple, je sais pas, 2 carrés, et ben en fait ça va être départagé par la valeur des cartes. Et ça va être le carré qui a des cartes de plus haute valeur qui va prendre le pas sur le carré qui a des cartes de plus basse valeur. Donc par exemple s'il y a 4-6 et 4-12, c'est les personnes qui sont dans le 4-12 qui vont récupérer des points, et ceux qui ont participé au 4-6 ne gagnent rien. Mais le truc, c'est que les cartes de plus petite valeur rapportent plus de points, donc les 4-6, une carte 6, ça rapporte plus de points qu'une carte 12. Mais il y a un risque que du coup on se fasse un peu couper l'herbe sous le pied. C'est assez facile du coup de nous exclure de la combinaison, par exemple si c'est une suite de 1, 2, 3, 4, 5, et ben il suffit de mettre un 6 pour que le 1 soit exclu de cette combinaison, et que donc la personne qui a mis le 1 ne gagne pas ces points là. Donc voilà, on joue des cartes, on se dit j'aimerais bien jouer des plus petites, mais en même temps j'aimerais bien exclure telle personne de la combinaison, mais en même temps si je mets une plus petite c'est cool, mais je risque de m'en faire moi-même exclure. Ça va dépendre évidemment aussi de l'ordre du tour. Et puis donc c'est un jeu en plusieurs manches, et si on voit que en fait à ce tour-ci on va pas réussir à participer à la combinaison, on va essayer de se débarrasser de cartes dont on sent qu'elles vont pas forcément nous servir en fonction de notre main à la manche suivante, à première vue. Donc il y a quand même aussi du choix là-dedans, alors qu'on a l'impression que de toute façon c'est mort, je participe pas, donc quoi que je fasse, on s'en fout. Non, il y a quand même du choix même ici. Donc il y a plein de petites décisions, ici et là, qui, au-delà du concept déjà assez original, hein, de l'espèce de main de poker partagée, c'est un jeu qui tient vachement la route. C'est pas juste un jeu de cartes quelconque, il y a quand même des règles un petit peu chiantes, mine de rien, même si je l'ai dit, hein, le tour de jeu il est ultra simple, c'est je pioche, je joue, mais
Les règles chiantes, elles viennent quand il y a des combinaisons qui sont à égalité en fait, parce qu'en gros, s'il y a des trucs à égalité, on gagne que la moitié des points de la carte qu'on récupère. Mais mine de rien, à chaque partie, il y a des petits doutes qui surviennent sur là ça marche comment? Est-ce qu'on prend tout? Est-ce que c'est la moitié? Et ce qui est énervant, c'est qu'à chaque partie, on lève le doute en allant voir une réponse sur BGG. Il y a des aides de jeu et tout, il y a des exemples, mais à chaque partie, on est là, on se dit, attends, mais comment ça se passe à ce moment-là? Donc bon, ça c'est un petit peu relou au niveau de la fluidité du jeu, et voilà, bon, il suffit de, à chaque partie, un peu se remettre ça en tête. C'est aussi un jeu qui se dit de 2 à, je sais plus, à 6 peut-être, et moi je vous avoue que j'avais un peu peur de l'expérience à 2, alors si c'est bien à partir de 3 et tout, ben tant pis, j'y jouerai pas à 2, mais bon, j'aime bien quand même essayer à 2, parce que c'est une configuration que je joue souvent. Et alors c'est pas la meilleure, parce que du coup il y a moins d'alliances, de discussions et tout, mais il y a une espèce de bot qui va rajouter des cartes sur la table, et du coup en fait ça permet à la dynamique de base de rester pas mal présente, puisqu'on va essayer de faire des combinaisons avec ces cartes neutres, pour que l'autre ne marque pas des points, donc il y a quand même cette espèce d'alliance avec le bot, avec qui on peut pas discuter malheureusement, mais ça marche plutôt. Et les parties ouais sont pas aussi désagréables que ce que je pensais, et que d'autres jeux dont je parlerai sûrement le mois prochain, qui utilisent aussi ce système de bot, mais qui est complètement claqué, et du coup j'ai joué plusieurs fois à 2 et tout, et sans déplaisir, pas juste pour voir si la version à 2 était nulle. Alors je vous ai parlé du thème, évidemment il y a un éditeur américain qui a prévu de l'adapter en proposant des visuels passe-partout, le nom au lieu de Surfosaurus Max qui quand même attire l'œil, bah ça va être Combo, voilà. Alors le jeu gardera son intérêt en termes de jeu, hein, c'est un bon jeu de base, je l'ai dit, mais le bonus c'est toute l'identité visuelle et what the fuck qui le différencie un peu de la production actuelle. Moi je vous avoue que c'est ça qui m'a attiré au premier abord, quoi, c'est le nom et les visuels. Normalement à ce moment-là de la vidéo, je vous disais que je pense que si à un moment ou un autre ça arrive en France, il y aura sûrement une adaptation visuelle un peu à l'image de Combo, c'est-à-dire un truc qui manque d'identité. Eh bien ce ne sera pas le cas, puisque avec Proxy on a eu la chance et le plaisir d'être invité à une journée presse chez Blue Orange, et donc qui présentait aussi des nouveautés à venir chez Banjo. Banjo c'est anciennement le droit de perdre, qui a rejoint un peu l'écurie, le groupe Blue Orange récemment, et on a eu la chance de voir aussi que chez Banjo, il allait y avoir cette année sorti Surfosaurus Max, qui garde son visuel, son identité visuelle avec ces dinos qui font du surf, avec quelques adaptations en termes d'édition et tout. Bon là c'était du proto, donc de toute façon pas grand chose à dire là-dessus, on verra quand ça sortira finalement, mais ce que moi je retiens vraiment c'est le choix de garder cette identité visuelle. Je leur ai fait part du plaisir que j'avais à voir cette identité visuelle conservée plutôt que de partir vers un truc un peu comme a pu le faire Combo. Donc très cool, voilà, je vous invite à écouter. Chez Proxy Jeux, il y a eu notamment Mathieu Lanvin qui est intervenu dans une interview à Cannes où il parlait justement de l'arrivée de Banjo dans le groupe Blue Orange. Je vous mets tout ça en lien, en tout cas ravi de voir que Surfosaurus Max d'un côté arrive en français, donc en diffusion beaucoup plus large, vous pourrez vous le procurer assez facilement, et que cette identité visuelle a été conservée. Il y avait 2 déceptions du côté des plis ce mois-ci, hein, c'était Stonks et chez Wood Dealer, mais heureusement il y a aussi des belles découvertes, c'est quand même un peu mon genre de prédilection depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc ici dans Trick Taking in Black and White, qui porte bien son nom, on a 36 cartes, donc c'est un tout petit paquet en termes d'édition, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aimerait voir tout le temps. 36 cartes, mais en fait c'est 72 cartes, parce que les 36 cartes elles sont séparées à l'horizontale je crois, il y a un côté blanc, un côté noir, d'où le titre, et à chaque fois la somme des deux côtés ça fait 37, donc en gros le 36 noir va avec le 1 blanc, le 18 blanc va avec le 20 noir, le 19 noir, le 3 noir va aller avec le 34 blanc, etc. etc. Alors, et si c'est trop compliqué pour vous de faire la somme en se disant qu'est-ce qui va être de l'autre côté pour que ça fasse 37, ce qui est quand même pas très compliqué, mais même il y a quand même un petit rappel et tout, de manière bien lisible sur les cartes, donc c'est très bien. On est dans du must follow, et ce qui est rigolo c'est qu'ici, on peut pas ne pas suivre, parce qu'on a forcément du blanc ou du noir, il suffit de retourner sa carte. Et de manière classique, voilà, on joue et c'est la personne qui a mis la plus haute carte qui remporte le pli et qui mène le pli suivant, et donc l'idée c'est à la fin d'essayer de remporter autant de plis d'une couleur que de l'autre, autant de blanc que de noir, parce que si c'est le cas, si j'ai autant de blanc que de noir, je marque autant de points que de plis. Donc si j'ai fait 3 plis blancs et 3 plis noirs, j'ai 6 points. Par contre, si le résultat il est pas à l'équilibre, on perd autant de points que de plis. Donc si j'ai fait 3 blancs et 2 noirs, je perds 5 points. C'est assez punitif, clairement. Surtout que c'est pas très compliqué de casser un peu cet équilibre là en forçant à un moment ou à un autre quelqu'un à prendre un pli, ce qui fait que souvent on essaie en fait de faire le moins pire score possible, même s'il arrive régulièrement qu'on arrive à l'équilibre. J'ai pas essayé, mais il y aurait une variante un peu moins violente peut-être, c'est que quelque chose qui est assez fréquent, ce serait de compter en négatif que la différence entre les plis d'une couleur et de l'autre. Par exemple, si j'ai fait 3 blancs et 1 noir, je perdrais 2 points au lieu d'en perdre 4, quoi. Ce serait un petit peu moins punitif. Je pense pas que ça change fondamentalement le jeu en plus, donc et c'est à peu près tout. Vraiment c'est tout con, mais ça marche
marche plutôt bien, et il y a quand même ces petits choix de... Moi j'aime bien les moments où on retourne un peu comme dans Scout, où on retourne nos cartes pour voir de quel côté on va jouer. Le truc d'avoir autant de plis d'une couleur que de l'autre, c'est pas nouveau. On parlera juste après de essayer de avoir... Alors c'est un peu différent, mais on en parlera, il y a un jeu qui se base là-dessus aussi, et c'est pas le seul, hein. C'est le cas aussi de Jekyll vs Hyde, de perdre autant de plis que de plis gagnés, et il y a plein de jeux où on essaie d'équilibrer les couleurs qu'on a gagnées, etc. Mais je trouve que le mélange avec ces cartes bicolores fonctionne assez bien. Le fait qu'on soit obligé de suivre, en fait, c'est quelque chose d'assez rigolo, parce que c'est pas si fréquent que ça dans les jeux qu'on puisse toujours suivre, et il y a des espaces de choix un peu différents, des dynamiques assez spécifiques. C'est pas non plus un incontournable, hein, je vous mentirai pas. Par exemple, on va parler juste après d'un autre jeu, je préfère les choix qui sont offerts, mais à 3 ou 4 c'est des parties plaisantes. Il y a un équilibre un peu entre intérêt personnel à faire son jeu équilibré et les moments où on essaie de pourrir un peu les autres, qui est plutôt bien équilibré. C'est un jeu un peu moins automatique aussi que ce que je pensais à la base. Par contre, bon, alors à 2 il y a une variante qui est proposée, mais essayez pas, c'est pas très intéressant, je trouve. Préférez les configurations à 3 ou 4, là les sensations de jeu seraient très amoindries. Et pour finir, un Knizia, je vous avais parlé de High Score, mais celui-là, il tient la route, il est bien. En plus, c'est un jeu de pli donc de Knizia, et qui est un peu lié, je vous l'ai dit, au jeu dont on vient de parler, Trick Taking in Black and White. Alors c'est un jeu qui se joue, je sais plus, de 3 à 5 ou de 3 à 6, j'ai pu y jouer qu'à 3 mois en version numérique, mais sur BGG, c'est indiqué être la configuration la plus appréciée, en tout cas le côté à 3, hein, pas la version numérique, mais voilà, et donc on est en 99. Il est question en fait de Relationship Tightrope, même si moi j'ai joué à sa refonte chez Helvetic Zen Master, qui est dans leur petite série de Matchbox, là, des boîtes d'allumettes assez réduites, chouette édition aussi, mais c'est peut-être un jeu aussi que vous connaissez plus sous le nom de Yin Yang ou de 50-50, en fait c'est un jeu qui a connu plein d'éditions différentes depuis sa création en 99, donc j'aime bien moi l'édition proposée par Helvetic, que ce soit en termes de taille de boîte et tout, mais je vous avoue que le thème du jeu de base, Relationship Tightrope, c'est ce côté... on thématise l'équilibre à obtenir dans une relation, c'était très pertinent vis-à-vis du ressenti de jeu, peut-être plus que l'aspect plus abstrait qui rappelle plus Trick Taking Black and White. Et clairement, bon voilà, il y a une filiation entre les jeux, je serais pas surpris que l'auteur du jeu japonais il ait puisé un peu dans ce jeu-là, parce qu'en plus au Japon il y a plein de classiques allemands qu'on la code, donc pourquoi pas, même si c'est pas obligatoire, hein, mais peut-être. Mais même si on peut un peu tracer des lignes qui vont relier les deux jeux, là l'équilibre il est pas dans les plis à gagner, parce que pour le coup il y a même pas deux couleurs, il y en a qu'une en fait, il y a pas de couleur, c'est des cartes qui vont de 1 à 50, donc il y a pas l'idée de suivre, c'est juste on va jouer des cartes et puis c'est tout. Et la personne qui a mis la carte la plus haute va faire un truc, et bref, je reviens dessus après. Mais l'équilibre justement il est donc pas dans les plis qu'on gagne, mais dans les petits bâtonnets, enfin c'est des bâtonnets dans la version helvétique, mais en vrai n'importe quel matériel noir ou blanc, ou en tout cas de deux couleurs, on va les récupérer à l'issue des plis, et il faut essayer d'en avoir autant de l'un que de l'autre. Parce que, donc je l'ai dit, la personne qui va gagner le pli, c'est la personne qui a mis la plus haute carte, et ben cette personne elle va prendre autant de jetons noirs que indiqué sur une carte de tour, donc il y a des espèces de cartes qu'on va déterminer à chaque tour, et qui vont dire, à ce tour-ci, la personne qui a gagné le pli gagne X petits jetons noirs, par exemple 5, et donc la personne qui gagne le pli prend ces 5 jetons noirs. Et la personne qui a joué la plus petite carte, elle va prendre les jetons blancs, qui sont indiqués sur la même carte, donc par exemple 3 jetons blancs. Et les autres, ceux qui sont au centre, ils prennent rien. Et idéalement, si vous arrivez à ne rien prendre du tout dans la partie, c'est bien, parce que l'idée c'est qu'on essaie de viser le moins de points possible. Mais il y a un petit truc quand même, c'est là que je parlais d'équilibre, et de pourquoi est-ce qu'on essaye à la fois de gagner des plis, et enfin être la personne qui a mis la plus haute carte, ou la plus basse de temps en temps, c'est parce que... si, admettons, j'ai déjà pris 5 jetons noirs à un tour précédent, et que à un tour ultérieur, je prends 6 jetons blancs en mettant la carte la plus petite, en fait, les 5 blancs et les 5 noirs que j'avais déjà vont s'annuler. Donc je vais laisser les 5 blancs et les 5 noirs dans la réserve, et finalement, je vais finir mon tour avec un seul jeton blanc, donc un seul point, donc c'est pas mal. Donc si à un moment ou un autre, j'ai pas eu les places centrales qui me permettent de ne rien prendre, il y a cette espèce de truc d'équilibre à trouver et de compensation à faire, et mine de rien, ce qui est cool, c'est qu'on pourrait se dire, il suffit, entre guillemets, d'être au milieu tout le temps et d'avoir des cartes qui sont centrales, et si la donne a été faite de telle manière, c'est facile. Alors déjà, ça se joue en plusieurs mains, donc stratégie classique pour équilibrer un peu les donnes un peu injustes, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la personne qui a pris les jetons noirs, donc qui a mis la plus haute carte, qui relance. Au point que vraiment, des fois on n'a pas l'impression de jouer un jeu de pli, en fait alors c'est pas le seul à faire ça, mais en gros, on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et à chaque fois, c'est la personne suivante qui va mener le pli, mais du coup, en fait, mener le pli, ça te met forcément dans une situation un peu vulnérable, puisque les autres vont pouvoir réagir à ça, tandis que si tu devais toujours lancer après avoir gagné un pli, ce serait toujours toi qui serais un peu vulnérable. Là non, forcément à un moment ou à un autre, tu seras vulnérable dans la partie, et donc,
tu risques de prendre des jetons et donc plus tard de devoir essayer de jouer ce jeu d'équilibriste qui est assez cool. Donc voilà, Zen Master, ou bon, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est pas les mêmes enjeux en fait que Trick Taking in Black and White, notamment parce que Trick Taking, il y avait que la personne qui gagne le pli qui récupère ça, il n'y a pas besoin des deux couleurs qu'il y a sur les cartes du jeu précédent, et je vous avoue qu'il y a un côté un peu déstabilisant dans le jeu, c'est considéré comme un jeu de pli alors qu'en fait, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas le fait de relancer quand on a gagné le pli, ça s'éloigne vraiment des habitudes qu'on a quand on va pratiquer le genre, et alors on pourrait se dire, bon bah voilà, c'est facile, on va mémoriser les cartes de 1 à 50 et on sait ce qui reste. Bah en fait non, parce que je crois qu'on donne que 9 ou 10 cartes par personne, je sais plus si on les joue toutes ou pas, c'est des détails, ça peu importe, hein. Mais en gros on va quand même laisser des cartes de côté, à 3 on en écarte presque la moitié, puisque si on en prend 9 x 3 ça fait 27, et il y en a 50, donc il y en a 23 qui sont pas distribués, c'est peut-être beaucoup, à vous d'adapter, hein, vous pouvez changer, moi peut-être que j'aurais préféré un entre-deux, un poil moins chaotique, parce que là il y a vraiment beaucoup de cartes qui sont écartées, mais ça évite un peu tout ce qui est le card counting un peu agaçant, en tout cas pour moi, donc voilà, après c'est facilement adaptable, hein, vous pouvez dire que vous faites des mains à 12 cartes ou des trucs comme ça. Et si vous voulez l'essayer, c'est très simple. Il suffit d'un jeu qui a les cartes de 1 à 50, donc un The Mind, un The Game, un Six Nimmt, tout ça, et des trucs blancs ou noirs, ou d'autres couleurs, hein, peu importe, de deux couleurs. Juste, il va falloir que vous essayiez de choper, je ne sais où, les cartes révélées à chaque pli, pour déterminer de combien de jetons prendre une couleur si on a gagné le pli, ou de combien on en prend de l'autre couleur si on est la personne qui a mis la plus petite carte. Après vous pouvez même inventer les autres en essayant de les équilibrer. Et en tout cas ouais, franchement, un peu comme Nirvana, celui-là il aurait pu passer dans la catégorie supérieure des tops, peut-être qu'il l'atteindra, peut-être même plus que Nirvana, donc je vois plus les limites. Celui-là, il y a un côté un peu classique des années 90 que j'aime beaucoup, c'est évident, c'est élégant, et toutes les sensations qu'il propose sont vraiment assez intéressantes, donc passez pas à côté. Voilà pour cette vidéo, c'est déjà la fin après ces choses qui ne m'ont pas déplu, que j'ai trouvé plutôt réussi avec ce Zen Master pour terminer. C'est ce qui marque donc la fin de la vidéo. Comme d'habitude, je remercie tout d'abord les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de faire des parties, sans quoi ces vidéos auraient du mal à exister, que ce soit des parties numériques ou des parties physiques. Merci toujours d'être des partenaires de table, et également aux personnes qui ont regardé la vidéo, merci à vous d'avoir suivi jusque là, j'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé soit des choses qui moi ne m'ont pas plu mais qui vous pourraient vous plaire, soit des choses qui moi m'ont plu et qui peut-être pourraient aussi vous convaincre. Comme d'habitude, merci aux éditeurs qui prennent le temps de faire un contenu qui nous permette d'y accéder facilement en termes de producteurs de contenu. Comme d'habitude, à vous maintenant dans les commentaires de me parler de vos propres découvertes de mars, que ce soit des bonnes découvertes ou non, à vous aussi de partager la vidéo, de mettre les petits pouces qui vont bien, etc. Et éventuellement de passer, comme d'habitude, par le petit Buy Me a Coffee dont je l'ai parlé en introduction, où vous pouvez soutenir la chaîne. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. On se retrouvera, je l'ai dit en intro, mais les prochains mois il y aura un peu plus de jeux que ça, il y aura des tops, le retour des tops, et même plusieurs tops a priori, de très chouettes découvertes. Donc voilà, on se retrouve pour les découvertes d'avril, puis pour celles de mai, etc. etc. Donc voilà, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Ciao!